Bienvenue dans cette vidéo Iceberg de Code Lyoko. Et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment une vidéo Iceberg Code Lyoko ou c'est une de ces petites vidéos théories que tout le monde connaît déjà? Donc est-ce que Yumi est vraiment japonaise? Est-ce que Ulrich et Yumi, ça va fonctionner? Ou est-ce que la couleur préférée d'Odd est le violet fuchsia jaune? C'est rien de tout cela, c'est plus sérieux, c'est plus ancré. Donc là, on aura la panoplie complète des vidéos que j'ai mises individuellement, que vous pourrez aller consulter si vous le voulez, mais maintenant je fais la vidéo pour les gens qui veulent voir la vidéo complète, l'iceberg ficelé, bien monté. Vous allez voir de tout sur cette vidéo-là. Je vais avoir divisé en 5 catégories. On est à la surface, ce qui n'est pas trop grave, mais qui permet quand même d'être inquiétant. On plonge les pieds au complet sous la surface. Et ici, on se retrouve dans des coins un peu plus sombres, un peu plus inconfortables, si plus-il. Après, on plonge complètement l'eau et on voit juste un peu de lumière. On est dans les ténèbres, on est dans les profondeurs. Dans les profondeurs, on se retrouve évidemment avec des théories inquiétantes, cela plaît-il, et en même temps effroyables. Après, on se plonge dans les abysses. On n'a plus de lumière possible. On est vraiment lorsqu'il y a les poissons là, les fameux poissons avec la petite lumière qui sont là, qui vous regardent et qui attendent juste que vous fassiez le moindre mouvement pour vous avoir. Dans cette catégorie du niveau 4, on a bien sûr des réalités tout autres de Code Lyoko qui pourraient vraiment vous surprendre, mais en même temps vous faire froid dans le dos à niveau que vous voulez pas vous attendre à ce qui allait au prochain niveau, c'est-à-dire les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, le 5e niveau. Plus de foi, plus de rien, il est possible. On est coincé dans les profondeurs des plus grandes ténèbres. Et ici, bien sûr, ce sera les théories les plus que je considère effroyables. Donc, plongeons tout de suite dans la vidéo. On se dit à bientôt. Et oui, première partie de l'iceberg. On est jusqu'à présent sur la surface. Donc on y va par petit à petit, mais vous allez voir que dès la première théorie que j'ai sur Code Lyoko, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos d'iceberg qui ont été faites avant, mais on parlait de certains faits que tout le monde connaissait ou que s'ils font le moindre petite recherche, ils vont trouver facilement. Là-dedans, il y en a peut-être que vous connaissez, mais je vais creuser un peu plus profondément dans certains d'entre eux pour comprendre pourquoi j'ai fait cette théorie et pourquoi c'est à ce niveau-là de l'iceberg. Donc vous êtes prêts. On n'est pas encore plongé, mais on se met le petit orteil dans l'eau glacée. Mais vous sentez la glace tout de suite. Ulrich est dyslexique. Vous avez lu le titre de la vidéo. Je vais décortiquer ça en plusieurs parties. Chaque segment que je vais décortiquer de l'iceberg, je vais faire une vidéo séparée. Et au final, à la fin, je vais faire la grosse vidéo totale qui va parler de ça. Et ce bout-là, je vais le couper au montage. Vous allez avoir ça de manière linéaire pour les gens qui écoutent la vidéo au complet. Donc, Ulrich est dyslexique. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Ça fait plusieurs reprises que Ulrich a de la misère à se concentrer en cours. Il a de la misère à écouter les enseignants. L'histoire, c'est de savoir pourquoi. Il a été très négligé comme enfant, Ulrich. C'est un enfant avec des parents sévères, surtout un père qui est très sur son dos. Et cela a peut-être un lien avec son comportement, Ulrich, qui s'isole beaucoup, il ne veut pas parler trop de ses problèmes. Et la dyslexie joue un rôle peut-être dans sa famille qui s'est mal vu, parce que son père, visiblement, le traite comme un enfant avec aucun diagnostic quelconque. Lui, il voit des mauvaises notes, pour lui, c'est automatiquement associé à quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts, qui n'est pas assez à l'écoute, puis tu me coûtes assez cher, comme ça! Parce qu'il a inscrit à une école privée, comme ça, avec un dortoir et tout. Il s'est jamais posé la question si son fils allait bien, si son fils avait besoin de quelque chose. Son fils, il voulait être approuvé par son père, il sait très bien qu'il l'aurait jamais. Donc, un côté rebelle chez lui, chez Ulrich qui rentre. Mais on a bien vu dans la saison 1 qu'il peut faire preuve de solidarité avec ses parents qui vont assister à son match de foot et il veut que ses parents le voient succéder dans quelque chose. Donc, sa dyslexie est un complexe qui veut cacher Ulrich.
Ça n'a vraiment, jamais vraiment été explicitement dit dans la série qu'il est dyslexique, mais on a des indices. Notamment, qu'est-ce que c'est la définition de la dyslexie? C'est avoir la capacité de ne pas être capable d'écrire convenablement, de confondre des mots avec d'autres, de savoir la misère à lire un texte et de l'interpréter ou de le comprendre, en fait, dans cette optique-là. Ulrich Stern a parfaitement cela. Il n'y a pas, Madame Hertz, il va dire, il n'y a pas de, c'est pas des croutons, mais des protons. Et là, tout le monde s'est foutu de lui, il s'est yaré, puis il s'est senti mal à l'aise et tout. Mais on le voyait dans son expression qu'Ulrich était, ah, pourquoi j'écris ça? Il savait c'était quoi la bonne réponse, mais il savait pas comment l'exprimer. Il était trop dans sa tête, il est un homme rêveur, Ulrich. Mais je pense pas qu'il sait qu'il est juste un mauvais élève, je pense juste qu'il n'y a pas les bons outils pour lui. Je suis sûr que s'il y avait les bons outils, puis les profs étaient plus consciencieux d'Ulrich, il verrait son potentiel. Et justement, dans l'épisode Les jeux sont faits, Ulrich réussit à lire le manuel de Jérémie et utiliser le code pour retourner vers le passé. Habituellement, on considère qu'Ulrich n'est pas capable d'utiliser supercalculateur. On l'a bien vu plus tard dans la saison 3 et 4, être capable de virtualiser ses amis, des armes et de les aider à distance et de leur donner des coordonnées. Même si au début il y avait un peu de la misère. Même appris l'hoverboard de Odd, le véhicule qui c'était pas son habitude de manipuler, avec de la pratique, avec de la volonté, il est capable d'apprendre. Donc la dyslexie, c'est la difficulté d'apprendre parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Et l'école, on le sait très bien, elle veut que tout le monde soit pareil, il y a le même type d'éducation pour chaque élève. Même si les gens qui peuvent avoir le syndrome de trisomie 21, puis il y en a qui ont TDAH, Asperger, dyslexie, et j'en passe. Et chacun a besoin d'un programme particulier à lui. Et j'arrive à la 5e minute de comment je vois cette théorie se faire avec ma suite de la saison 5. Est-ce que je vous spoil? C'est pour moi spoil parce que je l'ai pas encore officiellement écrit. Mais j'ai une idée pour la suite de la saison 5. Et on est dans la vidéo iceberg, donc on est entre nous. Si vous voulez le dire à vos amis, vous pouvez le faire, vous leur montrer ces vidéos, et vous allez avoir les secrets, les goodies, le jus, la sève qu'il prendra. Donc, pour la suite de Code Lyoko, Ulrich est finalement content qu'il puisse se focaliser sur ses études. Mais au début, il s'en foutait un peu, il était comme à l'habitude, et l'année se termine, parce que la saison 4, si vous vous souvenez, c'est à peu près en été, on a compris que ça se dirigeait à peu près vers l'été, à mon sens. Donc la saison 5 va se diriger quelques peu de mois après, en début d'une nouvelle rentrée, et comme je l'ai dit dans la vidéo de William Mécanicien, la classe de Yumi va avoir gradué, en fait, à l'université. On aura un petit segment de graduation dans les premiers épisodes de la série Code Lyoko saison 5 pour montrer que Yumi, William, mes compagnons ont bien gradué. Ils ont bien passé le bac, ils ont bien passé au niveau supérieur. Et la classe d'Ulrich, Yumi, Ulrich, Alita, Jérémy et Odd se rendront au dernier niveau. Pardonnez-moi d'avance avec des terminologies que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Je suis canadien, donc gradué, ça se dit pas, je pense, en France, ni les classes de 5e, 4e, tout ça. On n'a pas ça une chose au Canada. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Madame Hertz arrive avec un ultimatum à Ulrich. Devant toute la classe, elle s'en fout. Monsieur Stern, je vois que vous avez réussi à rattraper vos cours à cause que votre père donne de l'argent pour que vous passiez au niveau supérieur. Oui, Madame Hertz, elle n'a pas de filtre, hein, donc elle peut se permettre d'avoir ce genre de propos-là. Je vous donne une dernière chance, Ulrich. J'ai parlé à votre père longuement et je lui ai dit que ce qui est mieux pour toi, c'est une bonne éducation. Et si tu ne montres pas ta moyenne dans le prochain trimestre, c'est terminé. Votre père va vous emmener dans un autre collège. Et là, tous ses amis qui disent, elle a dit ça? Oui, vous irez dans un autre collège, mon chien. Nous et ton père nous se sont attendus pour cela.
Et vu vos notes que vous nous donnez présentement, vous pouvez commencer à faire vos valises, car ça ne tardera pas trop. Oui, c'est cruel, c'est Madame Hertz. Et peut-être qu'à la fin, quand tout le monde va avoir quitté, elle va avoir vu l'expression faciale d'Ulrich. Elle va peut-être un peu se sentir mal, mais pas trop, parce que vous vous souvenez dans l'épisode de la saison 3, dans lequel Ulrich prend des incarnations, il prend le corps de Jim, puis il veut parler. Ne vous étiez pas jeune, vous aussi, vous étiez tombé en amour, vos notes évidemment vont chuter avec la distraction et toutes les profs qui pleuraient et tout, sauf Madame Hertz qui est non, je suis pas d'accord. Donc Madame Hertz, je pense qu'elle est faite forte. Elle va pas craquer sous l'empathie. Et peut-être qu'elle est juste pas empathique. Donc voilà, Ulrich, ça fait un déclic chez lui. Et il va décider, et pendant ce temps-là, Xana sera revenu, hein, et la bataille de Lecourt reviendra. Pendant que Madame Hertz aurait dit son speech devant toute la classe. Ulrich va faire une décision, il va dire non. Je laisse tomber les Lecourt guerriers. Quoi? Oui, 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 vous avez bien entendu. Ulrich donne un ultimatum à ses amis, comme il s'est fait donner l'ultimatum, mais s'est dit c'est plus important que tout, je suis désolé. Puis évidemment, Jérémy va pas être d'accord, Yumi va pas être d'accord. Ils vont crier à Ulrich, il dit comment tu peux nous quitter, t'as été si longtemps avec nous. Il a toujours pu gérer avant et tout. Ulrich va s'exploser pour une première fois. On va voir une évolution de son personnage. Comment ça? Comment ça? J'ai jamais pu m'exprimer, là je vais le dire. Vous comprenez pas. Je vais plus dans la même école, je fais ça pour vous, pour que je puisse rester plus longtemps avec vous. L'année scolaire va bientôt se terminer, mais je veux bien faire les choses pendant la période dans laquelle je suis à mes études. Il n'y a rien qui va arrêter notre amitié, pas parce que je décide de pas aller avec vous sur Lyoko, que ça fait de moi qu'on n'est plus amis. Je veux continuer à vous aider de notre façon. Ici, sur Terre, si Xana attaque et tout, je pourrais peut-être m'arranger pour sauver des gens dans l'école et tout, mais en tant que Lyoko guerrier, je ne pourrais plus aller sur Lyoko, je ne pourrais plus avoir cette vie-là. Car ça va me coûter cher. Ça va me coûter d'être proche de vous. Et je l'ai toujours dit, je n'ai plus eu de problème avec William. Donc William pourrait très bien prendre ma place, il sera un très bon remplacement pour moi. Et William va être surpris, il va se dire, ah oui, t'es sûr Ulrich? Oui. Tu as su faire preuve de ta valeur. On peut te faire confiance de nouveau parce que oui, ça c'est un petit spoil dans la suite de ma série. William va faire partie du groupe comme Lyco Guerrier officiel et deviendra personnage principal de la série, récurrent. Et évidemment, les gens seront complètement choqués par sa décision de partir du groupe comme ça. Mais c'est ce qui va arriver au début de la série, de la saison 5, pour sa croissance de personnage. On n'en parle pas assez de la pression parentale, de la pression au niveau scolaire. Ça a été affleuré un peu dans Code Lyoko, pour avoir le côté un peu plus bande dessinée, en fait, dessin animé plutôt, pour adolescents, avec des petits problèmes par-ci par-là. Mais je vais vraiment focaliser pour la saison 5 des problèmes plus graves, plus ancrés. Et pourquoi pas, c'est cela. Littéralement le subernage et le coup guerrier. Surmenage des le coup guerrier. Donc voilà, pour ce qui a trait de cette partie de l'iceberg, on va plonger plus tard. Alors cette fois-ci, on va se pencher vers une théorie, on va être encore sur la surface. Que les monstres de Xana, c'était pas vraiment des monstres au début. Ils n'étaient pas qualifiés comme ça, même plutôt des animaux qui peupleraient les territoires et agiraient en tant que guides pour les gens qui se feraient virtualiser dans ce monde, afin de les guider à travers les territoires, d'utiliser leurs capacités afin de fleurir un peu plus chacun de ceux-ci. Et je pense que certaines créatures de Xana, ils ont toujours été au service de Xana, mais Xana les avait pas créés pour se battre au début, je pense. Mais peut-être que c'était ça aussi, le fait de se battre, mais contre le programme. Et là, on va en parler dans une autre théorie de l'iceberg, que je vais parler éventuellement.
Mais je vais pas trop vous spoiler, donc on va y arriver. Que les créatures de Xana, au début, ils étaient dans l'optique soit de se battre contre la chose que Xana a été créée pour détruire, ou ils étaient juste des animaux, comme Alita dans le premier épisode de Le Réveil de Xana, elle disait c'est quoi ces drôles d'animaux là, et les cancrelats commencent à tirer sur elle. L'optique ici, c'était d'éliminer tout être qui se virtualiserait dans le monde de Xana. Toute personne qui veut se tenter de s'introduire dans ce monde, qui est le sien d'une certaine mesure, elle qui est en plein contrôle du monde de Lyoko, doit être éradiquée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les caractéristiques de certaines créatures, comme les crabes sont probablement plus principalement dans le désert, les frelions plus les montagnes, les blocs peut-être plus la banquise, et les cancrelats plus la forêt. Je donne des exemples comme ça. Et je pense qu'au début, certains de ces monstres de Xana ont été assignés à un territoire spécifique, s'ils étaient vraiment comme étant des guides. Sur Lyoko, ils avaient comme mission, voilà, les crabes, de guider les gens dans le désert et tout ça. Mais Xana après les a rapatriés un peu partout dans tous les territoires. Et même si, bon, je sais pas si vous comptez que Lyoko Évolution, mais moi je le compte pas vraiment. Mais c'est une bonne idée que de mettre certains monstres qui apparaîtraient dans le 5e territoire également. Et même, on a vu William se faire translater. Une fois dans un épisode, il a été translaté dans le monde réel sous forme virtuelle. Donc Xana veut vraiment montrer qu'elle a sa paume partout. Elle peut toucher partout dans tout le monde de Lyoko. Donc voilà un peu rapidement cette théorie concernant les animaux. Mais ils sont là juste pour servir en fait. Je vais rajouter cette petite touche. C'est que les monstres de Xana n'ont pas de conscience. Et il y a même le friendly fire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se tirer entre eux les monstres. Et la manière dont Xana les détruit, elle s'en contrefiche en fait. Elle envoie ça en armée. Elle s'en contrefiche un peu de dans quel état elle va les placer, puis dans quel état ils vont se faire défoncer ou démolir, excusez-moi l'expression, par les locaux guerriers. Donc, il y a une question d'éthique peut-être là-dessus, même si c'est un programme informatique, ça ressent aucune émotion, ça n'a pas d'empathie. Et si les monstres en avaient une? Si les monstres de Xana avaient une forme animale, pouvoir sentir la douleur sans vraiment pouvoir le dire, on les a déjà vus, les monstres de Xana, et gémir la tarentule, que ce soit en signe de victoire ou de... Voilà, on voit les cancrelats avoir peur, par exemple, quand Yumi et Rick débarquent. Donc, on voit qu'ils ont la capacité d'avoir certaines émotions qui expriment les monstres. Cela voudrait dire que même Xana, qui... c'est très intéressant, alors on vient juste de plonger dans quelque chose d'autre. Je pensais que la vidéo allait être plus courte que ça, mais... Si les monstres avaient vraiment une conscience, un peu comme William qui se battait contre Xana, dans un épisode où Yumi voulait le toucher, puis lui dire hey, reviens à nous William. William se battait et tout, et finalement Xana a repris le contrôle. Mais si c'était pas un acte, et vraiment William se battait réellement contre Xana. Et les monstres, ça serait la même chose. Peut-être qu'ils ont une certaine conscience, ils ont un libre arbitre qu'ils aimeraient avoir, et voilà. Nous sommes de retour dans la vidéo iceberg. Et aujourd'hui, je suis déjà soufflé. Aujourd'hui, nous allons pencher sur une partie de l'iceberg dans laquelle vous connaissez sûrement déjà. Xana qui s'acharne sans relâche sur Yumi. Pourquoi elle? Certaines vidéos ont déjà parlé de ça, je vais essayer d'être bref sur cet aspect. Je vais plutôt me pencher sur l'aspect psychologique et philosophique, abrégiement de manière simple, comme en français ça fait. Je vais le faire en français, comme ça vous allez comprendre. Yumi est un personnage qui est isolé des autres, un personnage plus mature, donc un personnage dangereux pour Xana.
Ok, il se dit, ok. Elle va me causer des ennuis, donc il faut que je l'éradique au plus vite. Mais c'est pas juste une question d'éradication. C'est une question de fascination, de masochisme de la part de Xana. C'est très intéressant de voir la dichotomie entre Yumi et Xana. Avec le comportement que Xana a envers Yumi, on se questionne sur quel genre d'entité, quel genre de programme multi-agent est Xana. Parce que dans sa première vidéo que je fais à Esberg après la conférence que j'ai eue avec Sophie Croisette et Jérôme Mouscadet. Donc si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, bienvenue. Bonjour, j'ai été à la conférence. Et dans la conférence, on disait que Xana n'est pas un être matériel, il n'est pas un visage, il faut pas lui associer une vraie personnalité, c'est pas un homme ou une femme, c'est un programme informatique, multi-agent. Mais c'est intéressant quand même, d'un point de vue, ça reste comme une série pour enfants, donc faut simplifier un petit peu les choses, faut personnifier un peu les personnages, même des personnages un peu plus ambigus, comme Xana. C'est pour ça qu'il y a des personnages un peu complexes. Apparemment, Xana a été créé pour éradiquer une menace qui existait déjà dans le monde de Code Lyoko et est toujours d'actualité. Et ça a été Ça, je vais vous spoiler un petit peu d'un épisode d'un futur vidéo d'Iceberg dans lequel je vais traiter de cela. Mais ici, là, on est en train de traiter un épisode d'Iceberg concernant Yumi. Revenons à cela. Yumi en a bavé sur Yoko et sur la vie réelle. Elle est prudente, elle sacrifie beaucoup, elle est puissante sur Yoko guerrier. La télékinésie, voilà, c'est quelque chose de très puissant comme pouvoir. Mais Xana en profite des fois pour vous donner des coups bas. C'est la seule autre personne, à part William et Alita, qui a été attrapée par la méduse. C'est la seule qui a été amochée par des corbeaux, que ce soit par toutes sortes de créatures, par des aliens, des robots et j'en passe. L'étranglement, c'est quelque chose qui semble fréquent dans Code Lyoko. Donc je sais pas trop quoi penser à propos de cet aspect-là de Yumi. Comment elle navigue, comment elle peut dormir. Et malgré tout, Yumi finit par avoir des bonnes notes et avoir la moyenne, malgré tout ce qui lui arrive, malgré toute la souffrance. Alors c'est quoi votre excuse, Ulrich et Odd, hein? Si Yumi peut souffrir autant et malgré se payer des bonnes notes, c'est quoi votre excuse? En plus, vous pouvez reculer dans le temps, supposément. Autre petite vidéo d'iceberg que je vous lance ici, que je vais traiter sur le voyage dans le temps. Le retour vers le passé. Ou est-ce un retour vers le passé? Bref, le bavardage. Revenons à Yumi. C'est quoi votre excuse, les amis? Mais pour être plus honnête, ce qui m'intéresse dans cet épisode d'iceberg, c'est le raisonnement derrière. Pourquoi Yumi souffre autant? J'ai toujours dit que Yumi, c'est le personnage le plus sage du groupe, même plus que Jérémy, qui des fois a tendance à être émotionnel quand il traite aux décisions qui traite d'Alita. Et Alita, elle est un peu trop naïve par moment, et même si elle a une certaine intelligence, elle se fait aller aussi par les émotions aussi. Yumi, c'est elle qui arrive à... Elle est émotionnelle, mais elle arrive à voir le juste milieu et aller vers la droiture et va voir vers où est supposé être le droit chemin. C'est ce qui est dangereux. Elle a voté littéralement dans l'épisode 2 de la saison 1 déjà pour révéler le secret aux autorités pour qu'on ferme le spéculateur et que Xana puisse être enfermé. Dès que Yumi a pris cette initiative, Xana a tout de suite vu ça comme une menace. Et il s'est dit non, il faut vraiment que je l'ai à l'œil celle-là parce qu'elle va me mettre des bâtons dans les roues. Et effectivement, 95 épisodes plus tard, il a mis des bâtons dans les roues. Le programme. Mais ça m'intéresse. Et je vais aller plus loin sur le fait de est-ce que Xana c'est vraiment un être sans personne. Peut-être qu'il n'y a pas d'identité, mais ça a une personnalité. L'homme souffre aussi, mais différemment. On dit l'homme souffre en silence, et il ne doit pas le démontrer. Donc peut-être que Xana, elle n'est pas bonne dans les émotions, peut-être qu'il ne voit pas la souffrance qu'Ulrich et Odd exhibit. Mais Yumi, la souffrance qu'elle exhibit, il le voit très bien, le programme. Et il utilise son avantage, son plein potentiel par moment.
Donc voilà pour ce qui a trait de l'épisode d'iceberg suivant sur Yumi et Xana et leur relation non désirée. Il y a une théorie qui stipule que Jim Morales ne vieillit pas. Bien sûr, son âge avait été révélé dans la mi-trentaine, fin quarantaine, d'ici la fin de la saison 4. Donc, comment un homme de 40 ans aurait pu faire un trolley, un plotera de métier avant d'arriver comme simple professeur de gym au Collège Kazik? Et je tenais à remercier Coleco.fr pour nous avoir donné une liste de tous les métiers qu'il a fait. Je vais vous les énumérer. Après, je n'aurai pas besoin de vous faire des calculs mathématiques pour faire comprendre que ça ne corrèle pas avec les âges et les années d'études que certaines disciplines et professions prennent à être faites. Et après, ça, c'est les études et après les exercices. Donc, garde forestier au Québec, Québec represent, où il traquait les incendiaires induits de crottes de caribou. Il parlait de ça dans la revue de Xana, comme on a vu la vidéo réaction, ainsi que dans la première partie en épisode 68 et 74 et 76 que c'était mentionné à plusieurs reprises, à tellement de reprises le Québec, merci. Maîtrise de la main ardente de Li Fun Chang. Travail dans les égouts, plongeur de combat, employé dans un hôpital psychiatrique, membre des services secrets, cadreur pour la télé, membre des services d'études du paranormal, cobaye pour la recherche spatiale, basketteur de haut niveau, dramaturge pour une pièce de théâtre en un acte, professeur de danse de salon à Buenos Aires, champion interdépartemental de patin à roulettes, a affronté et vaincu un certain Hurricane John à Las Vegas, membre des forces spéciales, champion de ping-pong, professeur de mathématiques sous les tropiques, survit dans la jungle armé d'un briquet et d'une lime à ongles, pilote de chasse militaire contraint de sauter de son avion en plein milieu d'une tempête dans l'Atlantique Nord, pompier, instructeur chez les parachutistes, section FIS, réalisation de vol en orbite, diplômé professeur DPS, plongeur de combat, intégration de la NASA pour essayer des scaphandres en piscine, décoré par le président pour service rendu à la nation, à des ancêtres indiens, excursion dans la jungle de Birmanie, où il avait maté des gros sangliers, a vécu sous les tipis au Nouveau-Mexique, a vu des anguilles électriques, a appris le pancaxilat et la philosophie du seul, la sérénité te conduira au calme, d'un maître birman, a été meneur d'interrogatoire, a renoncé à ses rêves de jeunesse pour devenir adulte, c'était un épisode souvenir 95, et le dernier était marié à une riche héritière de la Jet Set. Donc ça, c'était dans le jeu PS2, la Wii, pour les gens qui ont joué. Pour les autres, comme moi, hey, j'ai fait le quiz pour les gens qui ont écouté. Si la réponse peut-être était déjà là, ou ils l'ont mis après. Ils ont fait une question, quels sont les majeurs métiers que Jim a fait? J'ai eu la mauvaise réponse parce que moi, je jouais pas à la Wii, j'avais pas de console quand j'étais gamin, les amis, là. Fallait me donner une chance avec vos questions, ok? Donc moi, Buenos Aires, c'était un des choix que je me souviens qu'il avait dit, mais il parlait de la Wii, donc c'est pas fin pour les questions que vous m'avez données. Vous m'avez rendu la tâche difficile, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo rétrospective sur la conférence qui a eu lieu et le quiz que j'ai pris face à mon opposante qui, elle, méritait beaucoup mieux le prix que moi. Parce que moi, je vivais pas là-bas, donc ça ne me servait pas à grand-chose de gagner une place pour l'escalade. Donc voilà. Pour tous les métiers qu'il a fait, Jim, il fallait le faire. C'était un petit hommage pour la série télé et pour les écrivains. C'est leur petit délire aux créateurs, hein, tous ces métiers, cette liste-là. Donc, j'ai pas besoin de faire des calculs mathématiques pour que vous compreniez que c'est impossible. J'ai fait tout ça, puis qu'il soit encore à cet âge. Et pourquoi professeur de gym à la fin? Pourquoi il a décidé de se résilier à ce métier, de se résoudre à faire ce métier à la fin? Très intéressante question à se poser. Donc voilà. Face de l'iceberg avec une théorie qui est inspirée du livre The Chronicles.
Dans cette théorie, ça mentionne qu'il y a beaucoup d'autres membres de la famille et le Kugeri qui est impliqué dans le projet Carthage ou à la limite dans le financement de celui-ci. Notamment, nous avons Walter Stern, le père d'Ulrich, les parents de Yumi, Madame Hertz, et je pense même les parents de Odd, Robert et Marguerite de la Robbia. Je pense, soit les maîtres Robert de la Robbia. Oui, ça fait beaucoup. J'ai mis ça sur la surface parce que c'est une théorie qui est très peu probable qu'elle soit vraie. Mais c'était quand même intéressant de la mentionner. Parce que ça pourrait expliquer quand même certaines choses, notamment tous ces retours dans le passé, toutes ces fausses que les Yoko-guerriers ont pu ne pas aller en cours et aller avoir toutes les excuses du monde. C'est comme si les enseignants savaient d'une manière ou d'une autre où ce qui s'en allait. Et ils les laissaient aller sur Lyoko parce qu'ils se disent, bon, je pense qu'on sait où ce qu'ils vont. Je sais que ça paraît absurde, mais ça pourrait expliquer tous ces retards acceptés des Yoko-guerriers. Après, je pense que la théorie la plus plausible de qui pourrait être impliqué dans ce lot-là de gens, c'est le père d'Ulrich, Walter Stern, qui a beaucoup d'argent, on ne sait pas beaucoup de choses sur son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il a l'air tout le temps mécontent et ce serait un peu comme une leçon d'humilité. Pour lui, imagine-toi, toutes les fois qu'il a critiqué son fils Ulrich Stern et qu'au final, il réalise que son fils se bat pour sauver le monde dans tout ce temps-là, donc il n'est pas aussi inutile et aussi loser que son père pense qu'il est. Et j'ai encore froid dans le dos. La réplique que son père a dit dans Gravité Zéro, je suis fier de toi mon fils avant de lâcher la main. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, je suis fier de toi mon fils? Est-ce que c'est à cause de la partie de foot que tu as joué ou le fait que tu as voulu sauver la vie de tous ces gens puis son père a pu voir ça de ses propres yeux? Donc je pense que son père a le potentiel de voir et d'apprécier quelqu'un qui sauve la vie des autres. Madame Hertz aussi, ce serait possible qu'elle pourrait avoir un lien avec Carthage parce que c'était comme elle qui a remplacé Franz Hopper. Et on a peut-être expliqué la disparition de Franz Hopper étant subite, un peu inattendue et à la dernière minute. Madame Hertz a sûrement voulu poser des questions. Je suis pas le genre de femme qui va pas sans réponse. Elle va peut-être faire ses propres recherches personnelles de son côté. Elle va peut-être fouiller dans des dossiers. Moi, je serais vraiment curieux si dans la saison 5, on reprend Madame Hertz des flashbacks, par exemple, dans lesquels on lui annonce qu'elle a son poste au collège cagique à titre de professeur de sciences et qu'elle va dans les fouilles, dans les dossiers, dans les archives pour voir plus de réponses. Ça serait vraiment intéressant de voir ça, à mon sens. Donc voilà. Rapidement pour se casser de cette théorie, nous étions tous impliqués. Pas nécessairement, mais peut-être qu'il y a certains qui étaient impliqués d'une manière indirecte ou directe au projet. Peut-être qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, certaines personnes. Mais mine de rien, c'est une possibilité que le monde est petit, comme on dit. Hein. Et peut-être d'un point de vue des croyances, si vous croyez au karma ou des trucs comme ça, par exemple, que tout est fait pour arriver à une totalité, en fait. Que ce soit pas pour rien, que ce soit si les Kogeri-là qui ont été choisis au bon moment d'être là, au bon moment, au bon endroit pour sauver le monde et que les parents de ce Kogeri-là aussi ont une incidence indirecte ou directe avec le projet. Donc, ce qui fait la loi comme ça, des liaisons indirectes et visibles. Donc, voilà. Donc, on va poursuivre tout de suite après avec une prochaine théorie de l'iceberg. On va plonger potentiellement plus profondément dans l'iceberg très bientôt. Continuons notre nouvelle continuation de théorie. Maintenant, on plonge un peu plus profondément sous la surface. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question du retour dans le temps. Est-ce qu'il fonctionne vraiment pour des personnes qui sont décédées? J'ai des nouvelles pour vous. Il y a des personnes qui sont décédées dans le show. On voit des attaques d'examen, surtout dans la saison 1. On voit des gens Gravité Zéro qui sont allés au-delà de la stratosphère. On a même vu les parents d'Ulrich qui y passaient. Il y a des gens des élèves depuis bien longtemps qui sont partis
se perdent dans l'atmosphère. On n'a jamais vraiment vu que c'est expliqué dans la saison 1 parce qu'ils sont revenus. Je pense que certains personnages de secondaire qui sont revenus quelques épisodes plus tard comme si de rien n'était. Mais pour être honnête, le supercalculateur devrait fonctionner et devrait permettre de faire revivre la vie après une attaque de Xana, mais ce n'est pas le cas. C'était rapidement mentionné par Jérémy, si je ne m'abuse, en saison 1. C'est ça qui est triste, c'est pour ça qu'on descend un peu plus dans la profondeur, parce qu'il s'agit vraiment de la mort de quelqu'un, c'est plus juste une dyslexie lyrique, c'est quelque chose de gros. Et ça m'a fait penser à un sondage que j'ai mis il y a longtemps dans un groupe Facebook Code Lyoko. Je l'ai posé la question aux gens si Code Lyoko devait se poursuivre. Il devait avoir une autre finalité, une autre façon de se terminer le show. Quel genre de fin vous voudriez? Une fin dramatique ou une fin heureuse? Beaucoup de gens, au moins 60% des gens ont dit fin dramatique. Ils veulent du drame, ils veulent des pleurs, peut-être même des décès. Je comprends pourquoi. Surtout que si on est pour continuer saison 5, le public va grandir. Les fans, ils sont devenus adultes. On est tous devenus probablement des adultes à notre jour, j'espère. Il y a sûrement peut-être des nouveaux Lyoko fans qui sont plus jeunes encore, pas encore adultes. C'est cool. S'il y en a des nouveaux, bienvenue, l'équipe. Mais sinon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, il y a une autre attaque. L'attaque de la musique mortelle. Ici, il y a vraiment des gens, vous voyez sur la photo, des gens sur la civière qui sont emportés sur une civière, littéralement, mais pas. Il y a un sac pour les morts. Donc, ces gens-là ne sont plus vivants. Puis la saison 1, c'est pour ça que c'est une de mes saisons préférées, c'est qu'il n'y avait pas peur d'aller au-delà des limites de ce qui était permis en permettant à des gens d'être au niveau des attaques, au niveau des êtres humains et des conséquences de dommages collatéraux que les personnages pouvaient avoir. Donc moi, si j'étais pour poursuivre la série, comment je verrais les choses au niveau du retour vers le passé et le décès de ceux-ci. Ce que je ferais, c'est que j'ai déjà une idée de comment la série va se terminer. Il y aura un sacrifice qui va être mis en place. Je vous dis pas encore c'est quoi. C'est en train d'être créé dans ma tête, embobiné. Mais un personnage ou une situation, il y aura quelqu'un qui va se sacrifier. Et pour le plus grand bien, on n'a pas le choix en fait d'aller de l'avant dans cette optique. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cet aspect-là de la vidéo. Là, on est en train d'aller sous la surface. Je sais que ça peut paraître beaucoup une théorie qui est tirée par les cheveux. Mais la question se pose quand même. Pourquoi avoir choisi ce design du costume de William? Dans la saison 3, il y avait un design bien particulier qui partage avec Mr. Puck, qu'on voit dans la saison 2. Donc Mr. Puck est apparu avant le design de William. Ils ont littéralement, même si c'était pour un seul épisode, ils ont quand même voulu prendre le temps de créer un design pour William pour un épisode et après ils ont changé la cuirasse de William et son avatar complètement pour la saison 4. Mais ils ont eu le temps pour travailler là-dessus. Pourquoi avoir choisi ces formes? Les gens pourraient penser parce que ça a été fait beaucoup de recyclage, de beaucoup de personnages, voilà, de trames, des designs, c'est peut-être une petite marque personnelle que la personne qui a créé la artwork, comme on dit en anglais, de Mr. Puck, c'est le même qui aurait créé William, son design de son costume. Peut-être. Mais ça permet quand même de se poser la question qu'on aurait pu faire le lien. Donc c'est ça ici. Mr. Puck et William et Alita, il y a des gens qui pourraient même penser qu'Alita et William sont liés de parenté. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas que je vais aller si loin que ça. Mais la question se pose que le côté de William qui était sous l'emprise de Xana, Alita qui était sous l'emprise de Xana, on navigue à peu près avec ces deux concepts-là. Que les deux, d'une certaine mesure, n'ont pas eu vraiment le choix que d'être prisonniers dans ce monde-là qui est Lyoko.
à leur façon. Juste aussi, les cheveux que William est là avec Mr. Spock sont similaires, les couleurs utilisées, des bottines avec la petite cuirasse, le petit type dossard rouge que William a sur son costume, et on a à peu près un truc similaire à Mr. Spock qui l'entoure. Donc c'est ça intéressant de pouvoir en parler. Et que tout s'est déroulé en même temps. En fait, saison 2, William est apparu. Saison 2, Mr. Spock est apparu. Il y aura peut-être un parallèle à faire ici. Peut-être qu'ils sont un petit peu trop poussés par les cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas le descendre un peu plus profondément. Dans l'iceberg, je vous rappelle qu'il y a plusieurs critères qui pourraient faire en sorte qu'une théorie descend dans l'iceberg. Soit que c'est une théorie vraiment traumatisante, qui est vraiment grave, mais aussi qui peut être vérifiée et qui fait du sens, qui est tangible. C'est des fois une théorie qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais qui a un minimum qu'on peut tirer certains fils. Ça restera dans les 2 premiers niveaux de la surface. Et c'est le cas de celle-ci. Mais ça permet quand même de se poser la question sur l'origine de Spock. On ne sait pas beaucoup de choses sur Monsieur Spock. Ok, c'est un jouet que Walter Stern, que Waldo Schiffer avait donné à sa fille. Et on ne sait pas beaucoup d'informations sur William, son collège avant. Il était où, il faisait quoi. Encore une fois, il était dans le collège Caddick. Tu sais, chose que je me suis toujours posé avec le collège Caddick, c'est un collège supposément privé, de bonne envergure. Mais pourquoi William, qui supposément a été renvoyé de son ancien lycée, de son ancien collège, il a été mis à Caddick? Pourquoi? Si c'est un collège qui est soi-disant prestigieux et une certaine réputation, pourquoi c'est là qu'il se retrouve, à moins que vraiment il y a des gens qui ont voulu tirer des ficelles pour qu'il se retrouve près d'Alita et qui évidemment se rapproche du groupe et tout le tralala. Et William aurait très bien pu avoir un béguin sur Alita, il aurait très bien pu faire ça. Mais bon, vu que William et Yumi étaient dans la même classe, ça fitait plus qu'ils aient un béguin, puis que ça crée un petit complication pour la relation entre Ulrich et Yumi, dans laquelle je vais parler dans l'iceberg, une théorie qui concerne cela. Mais on dirait peut-être qu'Alita, ça sera sa petite sœur et tout, ou sa grande sœur, ou peu importe. J'ai parlé déjà de la théorie de fait que Waldo Schiffer a volé beaucoup des années de la vie d'Alita, qui est supposée être beaucoup plus vieille en temps normal, que le 6 juin 1994 a été beaucoup de fois, 2546 fois fait, et que William était né beaucoup plus tard qu'Alita. Donc est-ce que la peluche ce serait un parallèle avec le fait que c'est un petit frère qu'elle n'aurait jamais pu avoir, mais qu'elle a pu avoir puis sous le format d'une peluche qui représenterait certaines choses. Et un autre aspect intéressant, et je vais arrêter ça pour cette théorie, c'est pourquoi c'est des loups. Des loups sont impliqués dans les visions d'Alita. Et on sait très bien que les visions, souvent que c'était Xana qui avait un peu essayé de brouiller le cerveau d'Alita, parce que c'était ça les clés de Lyoko. Les clés de Lyoko, c'était les mémoires de son vivant, de tout avant qu'elle aille sur Lyoko, qu'Xana y avait volé, et qu'on pouvait s'en emparer. Pas qu'elle a volé, mais qu'elle voulait s'en emparer, et qu'elle n'avait pas. Les loups, c'est comme William, ils sont téméraires. Dans les deux cas, ils foncent un peu dans le tas, ils sont en masse, ils veulent faire à leur façon, donc il y a un parallèle à faire avec les loups, William, Monsieur Spock, leur trait de caractère et de personnalité. William a toujours protégé Alita à sa façon quand il était sans être identifié. Et on voit la saison 4 à quel point William il veut vraiment mettre Alita dans la mer numérique. Donc tout se finit par s'entourer en fait, ils ont fini par se rejoindre d'une certaine mesure. Donc voilà pour ce qui était cette théorie. Quelque chose d'intéressant sur laquelle Franz Hopper joue sa carte Uno, Reverse Uno contre Xana. Comment ça marche cette théorie? On retourne dans l'épisode de Réminiscence 52. Xana prend ce qu'il lui fallait. Il prend les mémoires d'Alita. C'était ça en fait qu'il lui avait besoin Xana pour s'échapper du supercalculateur. C'était ça les clés de Lyoko en fait. Donc Alita est dans un certain sens bip, mode, et Franz Hopper la sauve. Il sacrifie une partie de lui pour la sauver.
en lui redonnant ses mémoires de nouveau. Et ça va avec l'autre théorie dont j'ai parlé avec les deux Alita. Donc cette Alita a de nouveau ses mémoires depuis même avant Lyoko, quand elle était dans l'ermitage et tout ça. Quand elle vivait avec son père et sa mère. Xana a fait en sorte au début qu'il alliait au supercalculateur. Donc si Alita éteignait le supercalculateur, Xana allait mourir, mais elle aussi. Là, l'effet reverse Uno par Franz, il a fait ok, tu veux jouer à ça, Xana? Ok. J'ai été créé, donc je peux faire les règles. Si Xana s'échappe du supercalculateur, à ce moment-là, Franz Hopper a donné un bug à Xana. C'est-à-dire que si Alita venait à mourir, Xana mourrait aussi. C'est pour ça que ça expliquerait beaucoup de choses, pourquoi Xana n'a jamais essayé d'éliminer Alita en saison 3 et 4. Même si elle a essayé de le faire sur les autres Leku guerriers, elle n'a jamais fait pour Alita. Et on voit aussi pourquoi le but de Xana, c'était toujours d'envoyer Alita dans la mer numérique. Parce que on sait que si elle est dans la mer numérique, elle serait emprisonnée là-bas. Elle serait en vie, mais elle serait emprisonnée là-bas. Elle serait dans l'inaptitude de pouvoir contrer les plans de Xana. À ce moment-là, il pourrait faire tout ce qu'il veut, Xana. Il serait plus contré par rien du tout. Mais, comme Xana aime beaucoup faire, je vais faire d'une pierre 3 coups. Dans l'épisode Mémoire Blanche surtout, Alita tombe dans la mer numérique. Franz Hopper surgit, ils savent que Xana sait que Franz Hopper va vouloir sauver sa fille. Donc quand Alita tombe dans la mer numérique, Franz Hopper ressurgit. Donc Xana a juste à éliminer Franz Hopper et à ce moment-là, plus personne pourra sauver Alita de la mer numérique. Donc non seulement elle va se débarrasser d'Alita, avec plus personne qui pourra la sauver en l'emprisonnant dans la mer numérique, Franz Hopper sera détruit et il fera de sa pierre 3 coups. Donc c'est ça au début l'objectif de Xana. Je sais que Jérémy a dit il veut que Franz Hopper va sauver sa fille, donc c'est pour ça qu'il veut amener Alita dans la mer numérique. Pas tout à fait, comme je viens de dire, il veut l'emprisonner réellement, il veut vraiment amener Alita pour une raison là-bas, il veut qu'elle reste là-bas dans la mer numérique. Mais en même temps, quand Franz Hopper va surgir, il va pas se priver Xana de l'éliminer. Donc c'est ça l'objectif de Xana. Mais Franz Hopper a contré les règles à cet effet sur le coup que, ok, si Alita meurt, Xana meurt aussi parce que je les ai liés à un bug. Donc voilà un peu grandement de quoi il est question, le fait reverse Uno que Franz Hopper, Waldo Schaeffer a fait face à Xana. On va plonger dans quelque chose de sérieux. Sur un concept qui dirait que Alita serait une je dois se auto-censurer parce que je pense pas que YouTube va permettre ce terme, mais même le titre, je vais le censurer de la vidéo individuelle que je vais faire à cet effet. Mais pour les gens qui regardent la vidéo Iceberg, bon, je l'ai mis au niveau 2 parce que c'est pas très grave, c'est assez évident comme c'est pas vraiment une théorie, c'est une évidence. Mais bon, les gens oublient parce que c'est une émission pour enfants, mais quand on voit la temporalité est souvent mentionnée dans ce iceberg parce qu'il a une importance, il y a des conséquences associées à cette temporalité-là. Si vous voyez Franz Hopper, la vidéo que j'ai fait à son sujet, comme quoi il y avait 6 juin 1994. Jour 2546. Donc j'ai dit que ça, s'il vivait le même jour 2546 fois, ça voudrait dire qu'à peu près 7 ans. Donc 7 ans plus 10 ans. Donc en 94 jusqu'en 2003. Dans lesquels il y a eu effectivement... il y a eu 17 ans de la vie d'Alita qui a été volée par Franz Hopper, Waldo Schaeffer. Donc Alita devrait être 17 ans plus vieille. Elle a 12 ans, 13 ans. Donc, si Jérémy a 12 ans, 13 ans, vous savez très bien ce que ça fait d'elle. Je peux vous aller plus loin dans les détails, mais ça l'a fait d'elle, logiquement, même si elle a arrêté de grandir, ou son âge a été stoppé à cause de qu'elle était sur Yoko pendant des années. Dans tous les cas, dans le monde réel, quand il y avait le retour dans le temps, Alita vieillissait. Mais vous comprenez que dans l'autre théorie sur laquelle je parle du voyage dans le temps, j'ai dit que c'est pas vraiment un voyage dans le temps. Et c'est juste une téléportation vers une autre temporalité. Donc là, on est un petit peu dans un palmarès de théories qui s'encerclent. Et tout ça pour dire que
C'est à prendre avec des pincettes, c'est pas trop grave parce que j'ai mis au niveau 2, mais quand même, ça commence à on voit, on est sous l'eau là, on est plus sur la surface. Donc, Alita, il faut qu'elle reste à se tenir à carreau parce que elle va peut-être développer très rapidement son intelligence d'adulte à une vitesse folle. Tu sais, comme on a vu, elle a pu rapidement arriver au même niveau intellectuel que Jérémy sur certains concepts écoliers, même si Jérémy a pu des cours en privé et tout. Ça ne change pas le fait qu'elle apprend très vite. Et elle est comme une éponge, et c'est dangereux une personne qui est comme une éponge parce qu'elle a absorbé une quantité astronomique d'informations. Il n'y a pas de limite en fait. Ce qui voudrait dire que sa maturité peut arriver beaucoup plus tôt. Et la raison pourquoi des fois Alita est pas aussi intelligente que Jérémy au niveau intellectuel, c'est parce qu'elle est trop naïve souvent, puis elle prend souvent des décisions impulsives et tout. Mais si on enlevait ce côté-là, en fait, c'est plus parce qu'elle veut se découvrir, on enlevait une partie d'elle. Mais si on mettait ça de côté, elle était vraiment à un âge très mature pour son âge et comprend beaucoup trop de concepts et les chéris, ces moments-là, ces sensations, ces senteurs, ces odeurs, le toucher, tout ça, il a peut-être pas pu y avoir sur Yoko. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais oui, Alita serait en fait une parce qu'elle aurait en fait 12 ans plus 17, ça lui fait pas mal de à peu près 30 ans, à peu près une trentaine d'années. Et alors là, c'est clairement 12 ans, 13 ans, 30 ans, c'est plus possible, là, les amis. Donc, je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Et ça fera pas plaisir à ma communauté cette vidéo. Je dois aller mettre cette partie de la vidéo d'une théorie que j'ai dans l'iceberg. C'est au niveau 2. On est sous la surface déjà parce que je sais que ça va vraiment pas faire plaisir à certains. Vous avez vu la miniature pour les gens qui voient la vidéo individuelle, mais pour les gens qui voient la vidéo iceberg, accrochez-vous. Cici Delmas, Elisabeth Delmas serait une meilleure compagne sur le long terme pour Ulrich Stern que Yumi Ishiyama. Attendez, laissez-moi m'expliquer. J'ai commencé à faire des vidéos réactions dans la série Code Lyoko, allez les voir. C'est dans laquelle je vois la relation de Yumi et Ulrich déjà fructifier, aller assez vite. Et elle était assez claire au début que les deux avaient un sentiment pour l'un pour l'autre. Par contre, au fil du temps, surtout en fin de saison 1, et juste tout le long de la série après, ils ont complexifié à un tel point leur relation que ça devient lassant pour moi en tant que téléspectateur. Même quand j'étais petit, je trouvais ça frustre, mais je sais qu'ils font exprès. Et ça fait des croisettes, Jean Bouscadet et les autres qui travaillent sur le projet Coloco à l'époque, ils voulaient laisser languir les fans. Mais la réalité, quand vous y pensez comme il faut, mettons que ça fonctionnerait, on met dans une perspective que le couple de Ulrich et Yumi après la saison 4, il y aura une saison 5, on les voyait déjà, le fameux décor qui s'illumine, on voit l'espèce de cœur que la tête d'Ulrich et Yumi font, et on peut repris ça, ce qui s'est fait en saison 1. Mettons que ça fonctionne pour la saison 5 qu'ils finissent par être ensemble. Combien de temps vous pensez que le couple va durer? Ah, mais ce sera à vie, ce sera à vie. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et où est-ce que Cici rentre là-dedans? Je m'explique. Yumi est une femme qui est vraiment axée sur le travail, sur les traditions, sur le libre, sur le droit chemin, tandis qu'Ulrich, il est beaucoup plus un homme qui veut se laisser un peu sur le côté, qu'on lui laisse un petit peu respirer. C'est un homme qui est vraiment axé sur le sport. Déjà, les champs d'intérêt ne sont pas les mêmes. Au niveau carrière, ils vont clairement pas être capables d'avoir beaucoup de temps libre ensemble, je trouve. Après, on a déjà vu ça dans des millénaires, des couples voilà, qui sont ensemble et font des enfants, mais ils se divorcent. Ou à la limite, il y a une rupture qui se fait entre les deux. Et moi, je pense que ça va amener un divorce parce que si c'est déjà compliqué, avant même que la relation s'émancipe, vous pensez vraiment qu'une fois que la relation est enclenchée, que automatiquement les problèmes vont arrêter, que les querelles, les cachotteries, le manque de communication va s'arrêter? Non. Tandis que Cici Delmas, c'est là qu'elle rentre. Oui, elle est insistante, oui, elle rentre un peu trop dans la bulle d'Ulrich Yumi, mais je pense que c'est elle qui a compris Ulrich.
Peut-être parce qu'elle observe depuis toute jeune, hein. Elle a dit elle-même qu'elle a depuis tout jeune qu'elle a un béguin sur lui. Elle sait... Elle était juste aveuglée par la jalousie qu'elle avait envers Yumi au début. Et elle a utilisé son côté de fille populaire au collège pour avoir ce qu'elle voulait, puis penser que ça passait, parce qu'elle était un peu délusionnée dans cette optique-là. Mais elle a mûri avec le temps, puis on l'a bien vu. Puis moi, je suis un homme qui défend ici beaucoup. On lui donne beaucoup d'embrouilles à elle, puis je sais qu'elle était une antagoniste en début de saison 1, là je suis en train de réagir à la saison 1, donc on la voit beaucoup faire des petites choses inconfortables au Lokogiri, surtout à Yumi. Mais je comprends, surtout en vieillissant, je comprends beaucoup plus son personnage, qui était juste jalouse de l'amitié que Jérémy et Ulrich avaient, et aussi, elle comprenait pas en fait pourquoi ils avaient ce lien fort entre eux. Mais elle finit tranquillement par les aider à plusieurs reprises sur le coup, elle leur sauve la vie, et la mise comme William le fait. Et je pense que Sissi, elle a plus dans ses goûts personnels, elle est plus proche d'Ulrich. Dans la mesure où, bon, on la traite de sotte et tout, mais je pense pas qu'elle est si stupide, Sissi. Elle est pas aussi stupide qu'on pourrait le penser, hein. Elle est très perspicace. Et elle sait faire parler Ulrich, mais elle sait lui donner son espace. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle va pas être aussi insistante que Yumi dans le fait de vouloir avoir quelque chose. Puis elle va pas s'embrouiller juste pour s'embrouiller. Sissi va juste vouloir faire plaisir à Ulrich, que je la vois déjà, voilà, lui cuisiner des repas, et faire en sorte qu'il soit bien et tout après une longue journée. Mettons, je vois Ulrich est un grand joueur de foot. Et je vois Sissi est littéralement sa plus grande fan. Tandis que Yumi, elle pourrait être sa fan, mais je pense qu'elle va être un peu trop prise avec le travail et aussi le fait qu'elle est trop sérieuse, c'est ce que je veux dire en fait. Elle est un peu trop sérieuse pour Ulrich. Pas que Ulrich est pas sérieux, mais dans sa manière de faire. Après, j'arrive au point culminant de mon argumentaire. C'est pour ça que je mets sous la surface, parce que ça fait mal pour les gens qui sont des Illumi shippers. Ça leur fait mal. Mais c'est pour ça que c'est dans la théorie de l'iceberg, que c'est une réalité qui fait mal, je trouve, pour moi, à vous dire. Et j'ai pas envie de voir ce couple en saison 5, en toute honnêteté. Je veux pas voir Ulrich et Yumi ensemble. Pour cette raison-là, je veux pas voir Ulrich qui est déçu, qui Yumi est déçu. Toute cette anticipation pour au final, ah ben... on est ensemble. De toute façon, Xana va revenir en saison 5, ils vont devoir recombattre, donc ça va revenir. Et le fait qu'ils ont déjà accepté Sissi dans leur groupe pensant que Xana est mort, comment ils vont faire pour... Ils vont pas quitter, ils vont pas faire... Ils vont pas repousser Sissi comme ça du groupe, je pense. Puis il y a William qui va intégrer le groupe, à mon sens. Je pense qu'il va intégrer officiellement le groupe en saison 5, qui va gagner sa place et la confiance des autres. Et William a toujours un petit béguin sur Yumi aussi, mais bon, il a su mettre ses distances après quand il a bien vu que Yumi n'était plus vraiment intéressé par William. Mais il a dit lui-même à Ulrich, hey, si tu fais pas ton move, Ulrich, si tu décides pas, c'est moi qui le fera un jour. Bon. Puis William aussi a mûri d'une certaine mesure. Oui, il était surpris de Xana. Oui, il était un petit peu casse-cou au début, j'avoue. Mais je pense vraiment qu'en saison 5, on va vraiment faire preuve de maturité et de caution, c'est-à-dire qu'il va être sur ses aguets beaucoup plus qu'il était précédemment. Pour revenir au triangle amoureux. Ulrich a toujours respecté Sissi dans la mesure quand il a sauvé la vie et tout ça. Il sait donner du crédit aux gens quand ils font des bonnes actions. Yumi, elle a tout de suite pas fait confiance à William, elle a peut-être raison sur le coup. Mais c'était pas une mauvaise chose d'avoir un Lokogiri de plus dans l'équipe. William, il fallait juste qu'il soit bien encadré et tout, puis ça serait bien passé, je pense. Fait que Yumi avait pas tout à fait... Tu vois, elle se doute, elle est trop suspicieuse, en fait. Si, je trouve que pour Ulrich, elle serait la compagne idéale dans cette mesure-là pour que leur relation dure, c'est ce que je veux dire, en fait. Leur relation va durer beaucoup plus qu'elle durait avec Yumi. Combattez-moi autant que vous voulez, c'est ce que je pense, sur le long terme. Dites-moi dans vos pensées, dans vos commentaires, ce que vous pensez de cette théorie-là, et sur les autres théories. Il y aura d'autres théories qui vont arriver à mesure qu'on descend plus profondément dans l'iceberg et ça va faire vraiment plus mal et beaucoup plus
Ça va rendre incrédule et on se dit à une prochaine théorie. Et au canal Fantôme, je pense vraiment que Jérémy n'a pas imaginé ça du 23 premier épisode. Le 24e épisode, il n'est pas rentré dans le scanner. Il a été exactement comme Xana l'avait décrit, il a eu trop la frousse, il a eu trop la trouille, il n'a pas osé rentrer dans le scanner. Et si c'était vrai, si Xana avait complètement bien lu, prédit la chose que Jérémy allait pas finir sauver ses amis sur le coup, il aurait trop peur ou un empêchement quelconque lui aurait empêché de rentrer dans le scanner. Peut-être Xana elle-même aurait plus d'influence qu'on pense. Et que tout l'épisode de Canal Fantôme, là on devient un peu plus, on décortique ça de manière plus complexe, mais pensez, suivez-moi dans le fond de ma pensée. Si c'est plus compliqué que ça, que le Canal Fantôme, c'est pas juste sur Lyoko, le monde virtuel, que les Lyoko-Guerriers sont emprisonnés, qui font penser au début que c'est le monde réel, mais que Jérémy et la bande, dans son monde également, c'est pas la réalité non plus, c'est Xana qui contrôle tout ce monde-là. Et que Jérémy, effectivement, il serait déjà virtualisé. Vous comprenez, vous me suivez? Jérémy serait déjà virtualisé en scanner de ce monde-là dans lequel Xana contrôlerait tout le monde, en fait. Et le fait que Jérémy se re-scanne, ça mènerait à sa mort, en fait. Donc ce sacrifice que Jérémy se dit, ok, je suis déjà dans le monde virtuel, Xana m'a emprisonné, mais je vais re-rentrer dans le scanner parce qu'on a déjà eu, justement dans le Canal Fantôme, le segment qu'il voulait que Ulrich, Yumi et Odd rentrent dans les scanners une deuxième fois, en fait, dans les scanners pour être dévirtualisés à jamais, en fait, qu'ils soient dépixelisés à jamais. Et si c'était pas déjà arrivé, ouais, et que Jérémy était rentré dans le scanner pour essayer de sauver ses amis, mais il était déjà dans le monde de Xana à ce moment précis, il était emprisonné dans ce monde, et tout ce qu'il s'imaginait, qu'il y avait une séparation des deux univers, mais qu'en même temps c'était dans un seul univers, et que là que Jérémy revient de nouveau dans le scanner, c'est la fin en fait pour lui. C'est comme un dernier souper pour quelqu'un qui est en death row, comme on dit dans les prisonniers qui s'attendent d'être exécutés, on leur donne un dernier repas. Et c'est un petit peu ça, son souhait à lui, ah ben ok, je vais au moins voir mes amis, je vais au moins prétendre, avoir l'intention de vouloir les sauver, même si on est tous pris au piège dans le monde de Xana ici. Et Xana lui a permis d'exaucer son souhait. Il rentre dans le scanner, et tout le reste de l'épisode 24 et le reste de la série, c'est les souhaits de Jérémy dans sa tête une fois qu'il est mort, ou à les dernières secondes avant qu'il meure officiellement. Et ses amis, bon, ses amis ne sont plus depuis longtemps en fait. Parce qu'ils sont déjà piégés, ses amis, dans ce monde-là. Et Jérémy, il a permis à ses amis de ne jamais revenir sur Terre, vu qu'il est rentré une première fois dans ce scanner, dans ce faux monde. Contrôlé par Xana. Vous me suivez? Je sais que c'est un peu compliqué. Mais je pense que vous suivez bien ce que je dis. Ça fait peur. C'est pour ça que pour moi, c'est grande profondeur. On est en plein milieu. On voit encore le bout de l'iceberg. On peut palper, on peut toucher, on peut revenir à la surface. Mais oh, là, on commence à rentrer plus profondément. Oula. Là, on rentre dans une théorie très intéressante. Je vais parler d'Alita. Schaeffer. Une théorie qui dirait qu'il y aurait deux Alita. À partir de l'épisode 13, d'un cheveu, jusqu'au moment où on arrive à la fin de la saison 2, Réminiscence, où les deux Alita ont été jumelés ensemble. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Je m'explique. Dans l'épisode 13, Jérémy tentait de matérialiser Alita, il a matérialisé un cheveu. Là, il a réalisé qu'il a fait une faute de manipulation et si Alita rentre dans les scanners pour désactiver la tour de l'attaque de Xana, elle va être dématérialisée à jamais. Elle va se perdre dans les nerfs, elle va être détruite. Xana finit par attaquer. Le pire se produit, elle doit désactiver la tour pour sauver le collège Kashyyyk de l'attaque de Xana qu'elle avait fait. Et donc,
Alita est effacée. Elle décide, elle n'a pas le choix, elle décide de le faire, de désactiver la tour, elle met tous les autres en avant. Elle rend le scanner, elle est dévirtualisée à jamais, dans le sens qu'elle est effacée. Yumi dit à Jérémy, tu as dit que le code génétique d'Alita était contenu dans ses cheveux, et si on le recréait, ce code? Elle n'a pas dit le rematérialiser le code, mais le recréer, le reconfigurer. Jérémy s'exécute, Alita réapparaît sur l'écran et la première chose qu'elle dit, je suis prête pour matérialisation, comme si elle avait aucun souvenir de ce qui s'est passé avant et on doit lui expliquer ce qui s'est passé. Elle comprend pourquoi les gens sont émus. Ça, c'est une nouvelle. À ce moment-là, l'Alita qu'on connaissait d'avant n'existe plus. En fait, elle existe, mais dans un fichier dans la corbeille. Vous savez, dans l'ordinateur, il y a la corbeille, c'est un fichier dans cette corbeille-là. Et donc, cette Alita vient d'être créée toute pièce. Donc, oui, toute l'Alita qu'on a vue dans le reste de la saison 1, toute la saison 2, jusqu'à la réminiscence, c'est fait par ce clone, si on veut, d'Alita. Comme on dit, la réalité originale n'est pas officiellement effacée. Elle est toujours là dans le fichier corbeille. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Elle a été plutôt recréée et non restaurée. Voilà la nuance. Recréée mais non restaurée. Au moment où Franz Hopper, Waldo Schaeffer, se rematérialise dans la réminiscence et sauve la vie de sa fille pour lui permettre de lui redonner les clés de Lyoko et donc ses souvenirs, c'est à ce moment-là que l'union se recrée. Il a aussi sauvé de la vieille Alita qu'il a transmis dans cette nouvelle Alita. Comme ça, elle n'aura pas oublié tous les souvenirs de la Alita qui a vécu plusieurs mois entre juste d'un cheveu à réminiscence. Parce que la nouvelle Alita, elle n'a pas vécu le avant d'un cheveu. Elle a vécu des choses avec Jérémy et compagnie, avec la bande, que cette Alita-là ne se souviendrait pas. Mais là, avec cette union, on a la mémoire totale depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que Waldo Schaeffer la fusionne avec l'Alita du moment. Donc la mémoire, elle est totale. Supposément. Et cela pour expliquer le lien qu'il y avait eu, qui la liait, elle et le supercalculateur, et que si elle essaie de le terminer, dans la saison 2, Jérémy a dit que ses mémoires de sa vie de la Terre, là je me perds un peu, mais vous me suivez, j'imagine, jusqu'à présent. La raison pourquoi elle est liée au supercalculateur, c'est pas nécessairement à cause du virus, comme il disait, mais c'est à cause de la clé qui était toujours emprisonnée dans l'autre Alita. Et seulement Franz Hopper, qui a fait le sacrifice ultime, et a mis ces deux pièces de puzzle ensemble pour s'assurer qu'elle soit enfin complètement libre. Et ça aussi explique pourquoi Waldo Schaeffer a donné des nouvelles clés de Lyoko à cette Alita-là. Parce que l'Alita d'avant, elle avait toujours les clés de Lyoko. Elle avait une copie des clés de Lyoko. Donc Xana, quand elle avait volé les clés de Lyoko qui lui manquaient de cette Alita, qui était une clone, il a volé une partie des clés. Il n'a pas volé toutes les clés. Alita avait toujours retrouvé les clés d'une certaine manière parce qu'elle a été fusionnée avec Alita du moment, qui était décédée à son tour. Donc voilà à peu près, grosso modo, la théorie des doubles Alita. Alors cette fois-ci, moi je suis penché dans une nouvelle théorie qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait la vidéo d'hier. C'était lorsque j'ai parlé justement des deux Alita dans les mêmes épisodes. Réminiscence
on voit le journal de Franz Hopper déchiffré par Jérémy, dans lequel il dit « Jour 2546. J'ai finalement créé Lyoko, les scanners, le supercalculateur est opérationnel. Je vais m'échapper avec Alita et les deux, on deviendra les maîtres du monde. » Et c'est une vidéo intéressante que je vais faire aujourd'hui dans la mesure où c'est pas une bonne personne, Waldo Schiffer. C'est beau, il n'est pas aussi angélique qu'on pourrait le penser. Sa manière de penser, de toujours contrôleur, de toujours vouloir maîtriser tout, avoir réponse à tout, être en pur contrôle total. Et lorsqu'il ne l'est pas, décide de fuir au lieu d'admettre ses torts, ou même si c'était criminel ce qu'il faisait ou illégal. Dans tous les cas, Waldo Schiffer, dans ce de sale drap. Et quand on y pense, la théorie du iceberg, je la mets dans les grandes profondeurs parce que tout le monde est supposé avoir 7 ans de plus. Qu'on calcule 2546 jours que tu vis la même journée 2546 fois. Donc lui, il a fait le retour dans le temps là. Le retour dans le temps, il l'a utilisé depuis bien avant Jérémy, puis il a abusé beaucoup plus que Jérémy l'a fait. Parce que quand on est pour comparer 2003-2007, quand Jérémy a ouvert le supercalculateur et lorsque la série s'est terminée, soi-disant en saison 4, évidemment, entre-temps, il y a eu des sauts dans le temps entre les saisons et tout ça. Mais 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 5 ans au grand maximum. En tous les cas, des fois, ils ont même mentionné que Xana était calme, donc il n'y avait pas besoin. Des fois, Xana a créé une attaque, mais on n'avait pas besoin de reculer dans le temps. Il n'arrive pas à l'achever de ce que Franz Hopper a fait au niveau du retour vers le passé. 7 ans, c'est l'équivalent de 7 ans. 2546 jours que Waldo Schiffer a vécu la même journée pour pouvoir avancer dans le temps, dans ses projets. Il a volé, il a détruit l'espace-temps de tout le monde. Tout le monde est supposé être 7 ans plus vieux, sa fille est supposée être 7 ans plus vieille. Donc, tu te rends compte, elle avait à peu près déjà 12 ans. En 94, c'était en 94 qu'il a vécu le 6 juin 1994. Donc le 6 juin 1994, ça fait pas loin de ça, quand on y pense, dans lequel j'ai fait la vidéo. Sa fille est supposée être littéralement en adulte. Tu passes de 12 ans à 17 ans, c'est 19 ans. Sa fille est supposée déjà devenir une adulte et prête pour quitter le nid familial. Mais elle est restée à cet âge-là. Puis en plus de ça, 10 ans de plus, Kalita était coincée dans le monde de Lyoko de son père. Donc son père lui a littéralement volé 17 ans de sa vie, au minimum. Ça sans inclure le manque de temps qu'il avait pas donné à sa fille, parce qu'il était trop occupé à travailler sur ce projet Carthage, projet Lyoko et tout cela. Donc, à lui seul, en tant que génie informatique, Waldo Schiffer a détruit l'espace-temps de tout le monde. Tous les Lyoko guéris, on n'aura pas eu la série qu'on aurait pu avoir. Mais en même temps, c'est intéressant de penser ça parce que chaque chose est faite pour se produire à un moment précis. Je vois le monde comme ça. Chaque élément, notre spectrum temporel est fait pour se produire à un moment précis de celui-ci. Et si c'est fait en sorte que Ulrich, Yumi, Odd, Alita et Jérémy se retrouvent dans le même endroit en même temps, eh bien, soit. Donc, des fois, ça débat indirectement. Waldo Schiffer a contribué par le moment spécifique où ce qu'il a arrêté de reproduire le projet Carthage après la 2546e journée. Si ça... On aurait pu avoir une autre bande avec d'autres gens. Hervé, il aurait pu trouver le supercalculateur. Je sais que ça paraît absolument fou, mais qui sait? On aurait pu dans un monde parallèle. Et ça va aller dans une autre théorie que je vais aborder dans l'iceberg sur le fait des retours dans le temps et qu'est-ce que c'est réellement à mon sens. Et c'est pas ce que l'on pourrait penser. Donc, on se retrouve faire une autre. Et la chose à laquelle Xana avait été construit pour détruire ou aller contre était toujours en vie, rôdait toujours, était toujours dans les parages. C'est intéressant. Vous voyez, pour les gens qui voient la miniature de la vidéo individuelle sur cette théorie, je disais que Xana avait raison depuis le début. Ou Xana était prêt depuis le début.
Mais pour les gens qui voient la vidéo complète de l'iceberg, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'armée de robots que Xana fait à la fin de la saison 4, c'est pour une raison. Elle veut combattre quelque chose. Bon, on peut dire c'est juste pour... On se fait des croisettes, on en a parlé un peu dans la conférence avec Jérôme Muscadet et tout ça. Que Xana voulait juste contrôler le monde et tout ça, mais si c'était plus compliqué que ça, c'était aussi pour se protéger, elle, d'une menace qu'elle savait qu'il existait. Est-ce que c'est Projet Carthage, les hommes en noir? Est-ce que c'est une autre entité virtuelle qu'on n'a jamais entendu parler, qui serait dans un autre supercalculateur ailleurs dans le monde? Est-ce que ce serait une autre entité supernaturelle, démoniaque? On n'en sait rien. Mais ça permet quand même de se poser la question, pourquoi ça a été créé? On peut penser que Waldo Schaeffer voulait juste créer un monde pacifique, virtuel, au-delà, il n'aimait pas le monde réel, il voulait créer ce monde pacifique, virtuel, dans lequel Xana était maître, dans lequel il pouvait à la limite vivre en harmonie avec les gens avec qui il avait confiance, se réfugier dans ce monde et y vivre. On pouvait penser que c'est ça. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Xana, c'est encore un programme extrêmement puissant et qui aurait pu prendre des rails comme ça et Waldo ne pu avoir vraiment le contrôle sur tout ça. C'est un petit peu bizarre pour un homme aussi intelligent que lui qui aurait pu se laisser aller. J'en doute. Donc cela permet de poser la question sur pourquoi Xana a été créé réellement. Est-ce qu'il voulait combattre une menace plus grande, plus puissante? Et peut-être qu'on avait confiance au début avec Xana, mais Xana peut-être qu'il s'est dit cette chose, cette entité beaucoup trop puissante pour moi. Donc je vais me révolter, je vais faire à ma façon, je vais éradiquer le monde à ma façon. J'ai pas envie de gérer ce quoi on a essayé de me programmer pour. J'ai une certaine autonomie, je vais faire ce que je veux. C'est comme ça que cette théorie stipule. Donc à vous de voir ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt. Là on est dans les profondeurs et on va aller bientôt plonger très bientôt dans les abysses et ça va être encore plus sombre et encore plus difficile. Alors nous voilà. Cette prochaine théorie va parler du voyage dans le temps de Code Lyoko, de retour vers le passé. Est-ce que c'est vraiment un retour vers le passé? C'est ce que la théorie stipule. Est-ce que ce serait pas plutôt un déplacement vers une autre dimension? Donc à chaque retour dans le temps, la dimension dans laquelle l'attaque de Xana a été faite par exemple, puis ça prouverait certaines choses. Pourquoi certaines personnes qui sont clairement mortes, et ça vient d'une autre théorie que j'ai dans l'iceberg, qu'il y a des gens qui sont morts dans la série, dans Gravité Zéro par exemple, tous les écoliers, étudiants qui ont monté au-delà de la stratosphère, moi ça se fait qu'ils reviennent des épisodes plus tard, quand c'était clair. Je pense qu'il y a une règle qui dit que après un retour dans le temps, c'est des gens qui sont morts durant l'attaque de Xana, ils peuvent plus revenir à la vie. Donc comment ça se fait qu'on les revoit plusieurs épisodes après? Après on peut se dire c'est juste pour les enfants, c'est pour que la trame soit plus simple. C'est simplement un oubli, une erreur ou ils ont un peu brisé leurs propres règles. Peut-être, mais ça n'empêche pas que cette théorie-là est potentiellement vraie. Et si on se déplace, ça expliquerait en fait si on se déplace dans une autre temporalité que la nôtre, où ce que cette attaque-là n'a jamais eu lieu, où ce que tout le monde qui connaissent sont en vie, notamment Sissi, Hervé, Nicolas, Théo et les autres avec le coup guerrier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont presque morts aussi. À certains moments, tu vois Yumi qui collapse, qui s'effondre sous la glace dans l'épisode de Guerre froide. Je pense que son Odd ou son cœur a été de battre dans Mémoire morte, dans Musique mortelle. Il y a plein d'incidences. Jérémy qui a failli se noyer, Ulrich aussi dans l'ascenseur. Il y a plein d'incidences sur lesquelles le gorille, dans un certain sens, sont morts. Mais tant que Jérémy enclenche, lui, de son ordinateur dans cette temporalité-là, le retour vers le passé, il se transpose vers une autre. Et aussi le fait que Frank Zapper, Waldo Schaeffer, a utilisé cette route dans le temps pendant 7 ans, comme j'ai expliqué dans une autre théorie de l'iceberg. Et c'est 2546 jours à peu près, c'est l'équivalent de 7 ans. Est-ce qu'il a vécu la même journée, au même endroit, où il a vécu la même journée pendant 7 ans, mais dans différentes temporalités qui est ouvert dans la brèche d'espace-temps?
Et à chaque retour dans le temps, ce serait pas une espèce de roue aléatoire qui pourrait peut-être me faire revenir une autre temporalité qui a déjà été vécue, mais dans cette pire temporalité-là. Et oui, là c'est un petit peu compliqué, là on va un peu plus creux dans le sujet, mais vous suivez-moi là-dessus. Je veux pas trop me casser la tête, vous comprenez le concept. Donc cette théorie-là, c'est ça qu'elle stipule en fait. Il s'agit pas d'un retour dans le temps, parce que dans ce temps-là, il y a des gens qui sont supposés décéder, et il y a plein d'événements qui ne corréleraient pas. La mémoire de certaines personnes aussi, il ne faut pas un retour dans le temps, puis les gens font comme s'ils avaient oublié ce qui s'est passé. Mais dans une autre temporalité, peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes informations, pas les mêmes interactions, pas la même attaque de Xana, donc ça s'excuse, on retourne littéralement à zéro. Un autre aspect aussi qui est intéressant sur le retour dans le temps, ou à la limite le voyage d'autres temporalités, c'est le supercalculateur. Ça c'est plutôt de la physique quantique, je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans, mais ça voudrait dire que ça n'a pas la capacité, le supercalculateur, de vraiment créer un retour dans le temps. C'est pas assez puissant pour ça, surtout pour une manière répétée et prolongée comme ça. Waldo Schiffer est certes ambitieux, mais pas à ce point-là. D'avoir cette abilité de pouvoir voyager dans le temps, parce que tu pouvais t'imaginer que si Waldo Schiffer, si on creuse vraiment plus profondément, c'était vraiment intelligent, il aurait déjà créé le voyage dans le temps, dans la mesure dans laquelle il aurait pu reculer dans le temps bien avant. Ou bien après, il pourrait voyager dans le temps comme bon lui semble. Comme ça, il n'y a personne qui pourrait l'interférer, empêcher les gens qui interféraient dans ses projets, qui les éradiquent ou je ne sais trop quoi. Mais il l'a pas fait parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire, ou les moyens, la temporalité dans son optique à lui de pouvoir le faire, donc il l'a pas fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que la temporalité dans laquelle on passe en question, elle viendrait avec une autre théorie de l'iceberg que je vais parler, ou que j'ai déjà parlé, tout dépend de la temporalité de ma vidéo, parce que j'ai pas... Vous voyez que je porte différents vêtements à chaque jour. Ce ne sont pas été au même moment les vidéos, mais ça vous savez déjà. Mais cette théorie-là stipulerait, et je vais pas vous la spoiler, que... Ou si vous avez déjà été spoilé parce que je l'ai mis avant. Mais je pense que c'est dans le même niveau, hein. C'est dans le niveau 3 de l'iceberg, c'est en pleine profondeur, parce que c'est deux grosses théories, en lien avec le voyage dans le temps, en lien avec le retour vers le passé. L'autre théorie dirait que le monde réel qu'on vit sur Lyoko, Kadik, le parc, tout ce monde-là, en tout cas, j'ai dit ça comme ça, mais il faudrait se pencher un peu plus profondément si c'est vraiment le monde réel. Oh. Et ça va aussi encore avec une autre théorie que j'ai parlé, qui est le canal fantôme. Les gens sont toujours pris dans le canal fantôme. Allez voir cette vidéo-là individuellement, mais là vous allez être dans cette partie de la vidéo, parce que j'en parle. Dans le niveau 3 encore, je pense. Oui, donc voilà, le niveau 3 c'est vraiment typiquement temporalité, hein, visiblement dans les théories, mais c'est parce que c'est grave. On parle d'un temps qui a été altéré, qui a été modifié, qui a été révélé à être quelque chose d'autre en réalité. Donc voilà ce que la théorie dit à ce sujet. Donc une autre théorie qui arrive juste après. Vous parlez d'une théorie qui me fait très peur. C'est le sentiment du sens de l'humour que pourrait avoir Xana. Vous avez bien entendu. Je pense que bon, Xana, le personnage, c'est un personnage, même si c'est un programme multi-agent, aurait un sens de l'humour, et c'est ça qui fait peur. C'est pour ça que c'est si profondément dans l'iceberg. Tant que Xana dit des choses comme Dans la salle des scanners, on est à 6 contre 1, t'as perdu. Toi, le gentil ou le méchant? Le gentil. Cela peut être un sentiment alarmant. C'est comme s'il essaie de comprendre un petit peu la mentalité des humains, puis il arrive à le comprendre. Il écoute les conversations comme le téléphone nous écoute. Ce qu'on dit à haute voix, puis nous suggère des choses en fonction de ça. C'est... mais dans le cas de Xana, c'est le fait qu'il veut faire souffrir Lyoko guerrier à tous les fins possibles. Moi, personnellement, ça m'effraie. Je sais pas pour vous,
Donc on sait que Xana n'a pas la capacité d'être un humain, pas ressentir les émotions et les points de vue purement logiques comme on a vu dans Cavale Fantôme. Mais il y aurait peut-être matière à se pencher sur cette question. Parce que ces scénaristes, voilà, qui se foutent un petit peu, qu'ils ont du plaisir avec le personnage de Xana, dire des répliques comme ça. On peut toujours utiliser ça comme explication pour certains agissements de personnages suspects et tout, mais moi je pense vraiment qu'on peut pousser plus loin. C'est pour ça qu'on est là dans les vidéos iceberg, c'est pour pousser une de ces théories-là, ou les mettre en valeur, ou les mettre en lumière, qui ne seraient pas été autant en lumière que par ma vidéo d'iceberg. Donc, est-ce que vous imaginez une situation dans laquelle un psychopathe ou une entité qui n'est pas supposée avoir la capacité vraiment de comprendre ce que c'est l'empathie, l'humour, l'ironie, figures de style, les métaphores, tout ça, pouvoir essayer de parler avec ça, pouvoir être confident, pouvoir essayer de faire des blagues avec toi, de pouvoir rire ensemble. Mais ces personnes-là n'ont jamais été proches de vous, bien au contraire, elles étaient une menace. Sous différentes façons, plus telle ou dans le pire, antisocial. Dans le meilleur des cas, je veux dire antisocial. Et qu'elle vous sort des répliques comme ça. Du jour au lendemain, il sort des répliques comme ça. Et vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment vous posséder, il veut vraiment essayer de vous amadouer, il s'y prend mal. Mais sa façon d'agir est tellement subite, tellement déconcertante que ça permet de se pencher sur la question, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce que Xana vient faire là? Donc pour moi, je considère que l'humour de Xana, au fil des saisons, s'est amélioré, il apprend un peu certains concepts, et ça me met en lumière jusqu'à combien Xana c'est vraiment sous-humain. Il a quand même identifié William pendant un très long moment. Il a très bien pu apprendre il était dans sa tête en fait à William, il a très bien pu comprendre un peu comment un humain pourrait fonctionner, penser, opérer en tant qu'être humain, operate. Donc c'est pour ça que je considère que Xana, on va pas jamais donner un visage, on va pas lui donner une entité humaine, puis je comprends tout à fait l'argument de Sophie des Croisades et Jérôme Muscadet, mais vous donnez quand même des caractéristiques comme ça humaines. C'est des humains qui utilisent comme ça de l'ironie, l'humour noir, des trucs comme ça. On peut dire que c'est sadique, mais pas vraiment, parce que dans l'épisode 1 pour 1, par exemple, quand Mélie elle a dit « T'es le méchant ou le gentil? » Le gentil. Et après, il dit, je vais t'anéantir avec du coup de karaté. Je vais pas t'affronter, mais je vais tout casser quand même. Tu sais, ce espèce de jeu-là, je vais pas faire ce que tu me dis. J'ai été très bien entendu, ce que t'as dit, Millie. Je vais pas faire ce que tu m'as dit de faire. Je vais t'électrocuter sur le côté, puis moi, je vais continuer à saboter. C'est pas calculateur. Il aurait pu littéralement torturer Millie, puis tout ça, mais ça serait un petit peu trop, peut-être. On n'a jamais vraiment vu dans Code Lyoko, à mon souvenir, des jeunes enfants si jeunes comme Millie et Tamia être torturés de la sorte. Même si, bon, il y avait zombies, tout ça, l'épisode de Contagion, mais c'est pas vraiment de la souffrance en tant que telle. Mais imaginez-vous si Xana faisait vraiment souffrir des petits enfants comme ça, encore plus jeunes que la bande de Jérémy. Ça serait peut-être pas autorisé, mais je suis sûr que Xana aurait pu le faire. Mais le fait qu'il veut pas faire ça, qu'il y a autre chose à faire, démontre quand même une compréhension de la focalisation d'une tâche. Ok, je dois accomplir une tâche, même s'il y a des ennemis autour de moi. On voit souvent dans l'exidentification comme quoi Jérémy, voilà, qui est identifié, il utilise ses mains comme ça, puis les gens essaient de l'attaquer, puis il joue avec eux en fait. Et ce côté ludique, c'est Xana qui me fait peur en fait. Comme un enfant qui joue avec sa nourriture si on veut. And that is unsettling. Et ceci est déroutant. Donc c'est pour ça que je mets ça si loin dans l'iceberg. Si on va aller dans une théorie, c'est très profondément dans l'iceberg, dans le niveau 4. Des abysses. C'est la première théorie
du niveau 4, je pense. Et il s'agit que le 6e territoire. Il existe un 6e territoire après le 5e territoire. Et ça serait actuellement Kadik. Ça serait le monde réel, le 6e territoire. Je sais que vous allez dire, oh, mais ça fait pas de sens. Elle a virtualisé des monstres dans ce monde-là réel, Xana. Oui, mais elle a déjà translaté des Cancrela. Elle a déjà réussi à même translater William lors de la saison 4. Donc on sait que Xana est capable de faire cela. Ce qui expliquerait aussi justement pourquoi elle est capable de le faire, parce que c'est le même monde en fait, c'est le monde de Lyoko digital. Et ça jouerait aussi avec le côté 2D, 3D. On voulait faire la division entre les deux, mais si un monde, le 6e territoire, serait en 2D et toutes les autres seraient en 3D, sans évidemment la connaissance et le knowledge de tous les gens qui y vivent. C'est un territoire qui serait plus à la détente, c'est plus, voilà, en fait, c'est pas un territoire de détente, mais c'est pas là où il y a les combats principaux sur Lyoko des autres territoires. Ce serait les combats de Xana dans le monde réel. On verrait en fait beaucoup plus cette optique-là. Un combat avec Xana à tous les niveaux. Tous les jours virtuels, mais qui on donne l'impression que Xana attaque un monde réel quand c'est en fait elle attaque juste le 6e territoire. Et il faut aller dans les autres territoires pour désactiver la tour des autres. Mais tout est connecté en fait. Mais les gens vont dire, mais comment les scanners fonctionnent d'abord si il y a un 6e territoire? C'est bien qu'une simulation peut-être, une envie. Ou c'est les scanners, ça ressemble à des tours, donc c'est peut-être l'équivalent d'une tour pour se téléporter dans les autres territoires. Au lieu que quand on traverse tous les territoires, on doit plonger dans la tour et ressortir par un autre tour, comme on a vu dans les revue d'Xana, dans la réaction que j'ai faite, vous allez la voir. Dans le monde du 6e territoire, qui serait le monde réel, les Lyoko guerriers rentreraient dans les scanners et ça leur agira comme tour pour aller dans les autres territoires. Si je m'abuse aussi que Jérémy, lui, évidemment, a été capable de virtualiser ses coéquipiers dans le 5e territoire directement sans prendre le code Scipio. Donc il y a ça aussi, Scipion. Donc on voit que ces corrélations possibles. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi tout ce qui a trait à Franz Hopper en fait. Son monde, son utopie de voir un monde dans lequel les humains peuvent vivre, cohabiter avec des créatures virtuelles dans une certaine pacificité. Et que le seul problème dans ces mondes-là, c'est Xana en fait qui fait des folies. Mais si on met Xana de côté, ça a l'air d'un endroit paisible. Si les monstres ne sont pas au service de Xana non plus, ça a l'air de vraiment un endroit paisible si on inclut le 6e territoire étant le monde réel dedans. Et vu que justement tout se passe principalement vers Kadik, c'est la façon de Franz Hopper de créer ces territoires en fonction de son enseignement à l'école Kadik. Donc peut-être que tous les décors, tout ça, c'est effectivement un petit peu un clin d'œil du fait qu'effectivement dans la vraie vie, les créateurs de Code Lyoko, et dont vous allez voir la conférence de Jérôme Muscadet en a parlé, il avait demandé à un collègue de lui trouver une école, un lycée qui pourrait avoir des beaux lieux, des beaux décors. Et ça a été fait. Même la maison de Yumi, c'est apparemment... ça appartient à un de ses amis. La maison de Yumi. Non, son frère, si je ne m'abuse, son frère. Donc c'est incroyable. Les décors. Mais peut-être que si on peut faire un clin d'œil avec le fait que le 6e territoire serait le monde réel. Dans l'optique que c'est fait différemment. Comme on voit bien, le 5e territoire est fait différemment des autres territoires. On a toujours pensé qu'il pourrait y avoir un 6e territoire. Et on compte pas évidemment évolution ici. Le cortex, on le compte pas. Donc voilà. Pour ce qui a trait de cela. Évidemment, dans une saison 5 potentielle, peut-être qu'ils vont exploiter le concept d'un autre territoire, un 6e territoire. Moi aussi, dans mes idées d'écrit sur Code Lyoko saison 5, j'ai parlé d'un territoire terre. Je l'ai justement mentionné, je pense, une fois dans la vidéo de mes envies pour la future saison. Allez voir la vidéo. C'est dans la partie 4 de la vidéo. Qu'est-ce que je pense de la saison 5? Allez voir, j'en parle.
de toutes les petites idées que j'ai pour la saison 5 potentielle. Donc, c'est une théorie qui peut être un petit peu tirée par les cheveux, mais quand on analyse comme il faut, c'est intéressant de le concéder, d'y penser que c'est une possibilité. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'iceberg assez profond, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'ils ont vécu, c'est une sorte de simulation, de rêve, d'une envie. Et ça corrèle aussi avec la théorie sur le canal fantôme, qu'on a toujours pris dans le canal fantôme, dans laquelle Jérémy, quand il est entré dans le scanner pour confronter Xana sous forme jérémiesque, c'était une illusion en fait, c'était un fantasme de Jérémy d'avoir le courage et la capacité d'aller sur Lyoko pour confronter Xana, parce qu'il aurait effectivement, comme Xana a dit, il aurait trop peur pour aller dans le scanner. Donc, comme j'ai dit, s'ils sont toujours pris dans le canal fantôme, dans la théorie antérieure que j'ai parlé, pourquoi pas que le monde réel au complet serait virtuel. Canal fantôme un peu touché à ça parce que tous les Lyoko gris ont l'impression qu'ils sont dans le monde réel, mais ils sont encore sur Lyoko. Vous comprenez? On voit tout Lyoko là, mais si ce serait un grand dôme, le tout serait un grand dôme, invisible à l'œil nu, incluant le collège Kadik. On n'a jamais vraiment vu à quelle distance le monde pouvait aller. On a vu évidemment des fois quelques endroits comme Odd qui tente de prendre l'avion, mais on l'a jamais vu prendre l'avion. On a vu Jérémy avec un missile guidé, voilà, un petit vaisseau et tout. Donc on a vu qu'il était capable d'aller un peu au-delà de certaines distances. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où ce dôme-là du monde réel, du 6e territoire pourrait aller. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une limite, un territoire. Donc voilà, pour ce qui a trait de cette théorie. On se retrouve bientôt pour une autre. Nous sommes arrivés aux profondeurs des plus grandes ténèbres dans laquelle on ne peut plus voir l'iceberg. Et jusqu'à ce jour, d'après ce que je sais, on ne sait pas la profondeur de l'océan. Donc on est dans cette catégorie-là, on n'a pas encore su exactement à quelle profondeur exacte il y a. Donc, commençons tout de suite. Je me sens comme un chef de mafieux, un homme important qui boit un alcool fort, mais ce n'est pas du gin, c'est de l'eau. Hydratez-vous bien. Donc, la théorie stipule la suivante, et c'est pourquoi c'est si sombre que ça. William Dunbar ne serait plus, après son retour des scanners dans l'épisode 93 Retour, l'homme qu'on voit, qui dit « Ah, ça fait content de retourner au bercail », la personne qu'on voit xanatifiée dans l'épisode Contre-attaque juste après, ce n'est pas réellement William. Et là, on peut attribuer « Ah, mais Xana l'a xanatifié rapidement dans un épisode plus tard, juste parce que il était faible, il était très facilement manipulable, William, et tout, sur l'emprise de Xana pendant un long moment, certes. Mais c'était au fait juste un petit piège, en fait. En mesure que William était toujours sous l'influence de Xana, mais il a prétendu être xanatifié. Xana a fait une feinte. Ce serait une des nouvelles capacités de Xana de feinter une possession avec l'électricité qu'on voit littéralement, mais que la personne en réalité elle est déjà possédée par l'intermédiaire d'un spectre. Et c'est là que je pense que William a épuisé toute l'énergie vitale que William avait, toutes les forces qui s'est battues contre Xana a fini par avoir le dessus et l'a éliminé. William n'est plus. Ce n'est qu'une enveloppe corporelle dans l'espace réel, dans le monde réel. Il est retourné hors des scanners quand il a rencontré le Rikyomi qui l'attendait à l'autre côté. Il leur a souri et tout, mais ce n'était plus lui, c'est juste une enveloppe corporelle. Et là, je sais que vous allez dire, mais c'est un peu tiré par les cheveux ces théories-là. Peut-être. Mais j'ai justement dans les épisodes d'iceberg, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche à peut-être certains préceptes intéressants qu'on pourrait amener dans la saison 5. Et j'ai parlé comme quoi c'est important d'avoir cette dynamique avec William. Si vous voyez ma vidéo de mes idées pour ma vision de la saison 5, allez la voir. C'est ce que je pense de la saison 5, c'est la partie 4, allez la voir.
ça pourrait vous intéresser, dans laquelle je dis qu'on devrait exploiter le personnage de William ainsi que son combat contre Xana, c'est en arc de rédemption, parce qu'il a besoin de rédemption. Mine de rien, il faut qu'on lui refasse confiance de nouveau. S'il faut qu'il intègre le groupe, il faut qu'on lui fasse confiance de nouveau. Donc là, ici, on est dans les ténèbres, on est dans les plus profonds abysses de l'océan, de l'iceberg, parce que cette théorie elle est si grave, parce que on parle d'un collégien qu'on a vu au collège Kazik, qui n'est plus de ce monde. Et non seulement il n'est plus de ce monde, mais il est sous le contrôle de l'ennemi qu'ils ont juré d'anéantir et qui ont combattu pendant toutes ces années. Et il faut qu'éventuellement qu'ils se rendent compte qu'ils en ont un contrôle complet sur le corps de William. C'est qu'une enveloppe corporelle, il faut qu'ils fassent leur logis sur le fait que William ne sera plus de ce monde. Et ça donnerait une puissance de Xana, de voir la cruauté encore plus puissante qui serait reflétée par le fait qu'elle peut non seulement posséder des gens, non seulement faire souffrir des gens en possédant quelqu'un, mais elle peut également prendre l'énergie vitale de cette personne et faire croire. On l'a déjà vu dans l'épisode 7 avec problème d'image avec Yumi, qu'on a vu un spectre. Yumi est toujours sur Lyoko quelque part. Et c'est là que cette théorie est vraiment intéressante, c'est que si William était toujours dans la mer numérique quelque part, sa vraie enveloppe corporelle, et quelque part, mais que ce qui est revenu, c'était en fait une forme de spectre. Là, je sais que vous allez dire, oh, mais oui, Jérémy, il s'arrangeait vraiment que ce soit vraiment le vrai William pour que quand il soit dévirtualisé, il revienne dans les scanners et tout. Certes, mais Xana, pensez-vous vraiment qu'il n'a pas pensé à cette éventualité? On est arrivé dans une théorie, dans les ténèbres. Laissez-moi vous dire que ça fait pas plaisir de vous dire cette théorie-là, mais je l'ai longuement analysée. On en est arrivé à ce moment-là. Je pense que Odd de l'Arabia a été bip par ses sœurs. Il a 5 sœurs, si je ne m'abuse. Il est le seul homme. Il est le seul loco guerrier à utiliser l'avion pour aller chez lui. Tous les autres ont utilisé un véhicule. À la limite de ce qu'on a vu dans la série, Ulrich, son père est venu chercher en voiture, en bagnole. Yumi est venu à côté. Jérémy, son père aussi est venu chercher en petite voiture, une petite mobilette. Avec une petite voiture comme celle de Jérémy, tu iras pas bien loin. Tu iras pas à l'extérieur du pays, disons. Et Alita, voilà, elle vivait à côté aussi, pas loin du collège Kazik. Donc, ce qui nous laisse Odd de l'Arabia tout seul à prendre l'avion. Pourquoi l'avion? C'est pas anodin. C'est comme s'il voulait s'échapper, il voulait se noyer le plus loin possible de sa famille. Et vous vous souvenez de l'épisode Sueur froide dans lequel il disait Son passage dans le coin, ils viennent voir mon film. Bah c'est plutôt sympa, non? Non, c'est nul. Tu t'es disputé avec eux? Non, au contraire. Bon bah c'est quoi alors? Une anomalie relationnelle. Tous les jeunes ont des relations difficiles avec leurs parents. Absolument tous. Tous sauf un. Moi, mon père et ma mère sont toujours cool, sympas, attentionnés. En bref, ils sont parfaits. Galère. On échange avec les miens quand tu veux. Oh, si seulement je pouvais m'opposer à eux, me disputer. Enfin bref, être un ado normal. De toute façon, je savais que vous comprendriez pas. on pouvait pas comprendre. Il y avait des parents cool et tout, puis qu'on pouvait pas comprendre. Et si c'était plus sombre que ça, c'était mal exploité, je vais me battre très longtemps pour dire que le personnage de Odd, je l'aime pas beaucoup. Alors, pas du tout en fait. La saison 4, comment elle a été utilisée. Il y avait tellement de potentiel. Pour moi, Odd est le personnage qui a le plus de potentiel à exploiter son côté vulnérable, son côté... Pourquoi il veut faire tant rire les gens? On le dit souvent. Robin Williams le dit. Les gens qui sont les plus drôles sont souvent les gens qui ont le plus souffert. C'est souvent les gens qui ont le plus de cicatrices émotionnelles. Et aussi son incapacité à se trouver une copine à long terme. Il est constamment en train d'enchaîner relations, rejet après rejet après rejet. Il peut jamais maintenir une relation, puis il fait exprès de saboter les relations. C'est ça que j'aime pas aussi, c'est Odd. Il donne pas un bon exemple aux enfants d'une relation amoureuse possible, mais si ça a au moins eu une explication de pourquoi il agissait comme ça.
Il agirait comme ça parce que c'est une façon pour lui d'essayer de voir l'amour par le pôle féminin, par le sexe opposé, d'une manière où il est en contrôle. Odd sera en contrôle de ses relations acadiques parce qu'il choisit lui-même sa partenaire avec qui il veut passer du temps à parler, à apprendre à connaître, au lieu qu'il rentre chez lui en Italie, j'imagine, des Côtes de l'Arabia, ça c'est un Italien, et qu'il sera avec ses parents cool. Et pourquoi ses parents sont cool, je reviens, ils savent pas ce qui se passe. Peut-être que ses parents n'ont aucune idée. Il y a deux théories aussi là-dedans, dans cette théorie-là des ténèbres. Soit que ses parents ont aucune idée de ce qui se passe, puis ses sœurs habillent Odd en cachette, ou ses parents orchestrent ça justement, qu'ils permettent ceci de se faire, puis jouent à des jeux de tête comme ça, ah, tu vas, c'est pas si mal, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, Odd a utilisé une opportunité en or. Pour moi, il a utilisé son côté artistique. Il dit, ah, je vais aller au collège Cadic, il y a des bons cours d'art plastique là-bas, ou à la limite d'art. J'ai envie de m'épanouir là-bas un peu loin, j'ai le goût de battre mes propres ailes. Et ses parents lui ont dit sûrement oui, ou éventuellement. Au début, peut-être qu'ils... S'ils ont orchestré ça, peut-être qu'ils, sous un petit peu de difficulté, ils ont fini par accepter qu'Odd s'en va au collège Cadic par lui-même, tout seul, de ses propres moyens. Et Kiwi aussi. Kiwi est peut-être un facteur qui permet... Je pense que j'ai connu une personne justement qui a perdu quelqu'un qui était très proche de lui, dans lequel il a vécu toute sa vie avec cette personne, et juste au moment où il est décédé, il a complètement perdu la boule, et il s'est vite apprivoisé un chien, et ça l'a calmé. Ça lui permis de garder un certain contrôle de ses émotions. Et avec Odd de l'Arabia, on pourrait assister à quelque chose de similaire, dans la mesure où Kiwi est là pour voilà, le calmer, le remettre en la normale. C'est pour ça qu'il arrive à... C'est pour ça que ça passe inaperçu, en fait. Pour les enfants et tout, on va Odd et tout, on pense que c'est un personnage super gentil, il est juste drôle, voilà, il est juste ça dans le sang, il comprend comment être avec les gens autour et tout, avoir du plaisir, mais si c'est plus sombre que ça, et que c'est simplement un chien, c'est pour ça qu'il prend tellement d'attention. Qu'est-ce que tu vas faire avec un chien? En plus, le gars, il vit à l'étranger, il vit à prendre l'avion, et déjà, il a trouvé le moyen de rentrer son chien dans l'avion. Et après qu'ils vivent avec lui à Collège Cadic. Et c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Ulrich. Dans la mesure où Ulrich n'est jamais une personne qui lui a vraiment posé des questions sur sa vie. À la limite, on n'a jamais vu ça dans la série. Ulrich pose des questions sur comment ça va à la maison et tout, avec tes sœurs, comment ils sont tes parents et tout. Tu m'as raconté certaines anecdotes, pourquoi t'es si drôle, Odd, d'où ça vient, tout ça. Ça n'a jamais été pris en compte et je trouve vraiment c'est dommage parce que le personnage de Odd, comme j'ai dit, est le personnage à mon sens. Parce que Jérémy et Alita, leur histoire est assez claire dans la série, dans la mesure où ce qu'ils s'en vont. Ulrich, voilà, ce serait intéressant d'exploiter ça aussi, Yumi aussi, mais Odd pour moi c'est le personnage qui était qui cache le plus une barrière derrière qui il est vraiment. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui vraiment quand on y pense. Il fait des blagues, ok, c'est le clown du service, c'est le Joker, mais vraiment, est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur lui? Pas vraiment. Yumi, voilà, sa maison à côté, on en sait beaucoup plus parce qu'il y a sa famille, son petit frère. Et Ulrich, on en sait un peu plus avec les relations qu'il a avec ses parents par ses mamans. On comprend après pourquoi il est réservé, pourquoi il est comme ça, voilà. Jérémy, voilà, sans l'offenser, je pense que c'est l'histoire, si on avait une histoire entre la relation avec le père de Jérémy, qui est super gentil, et Jérémy, je pense que ça serait un peu plate. Avec Jérémy, ça c'est simple, voilà, son père lui offre, le fait étudier, il est surdoué, voilà, il le laisse faire ce qu'il veut, Jérémy, mais dans l'optique académique, il n'y a pas grand chose à ajouter à mon sens. Je pense pas que Jérémy ait un grand secret de famille qu'on ne sait pas sur lui peut-être, mais je pense pas. Tandis que Odd, lui, ce serait intéressant d'exploiter son histoire, son backstory, comme on dit en anglais. Donc voilà pourquoi je pense qu'il a été beep par ses sœurs et le fait d'être entouré de personnes qui sont toutes plus âgées, je pense presque toutes plus âgées que Odd. C'est le Benjamin, c'est le plus jeune de la famille. Donc je comprends la pression que ça peut faire d'être entouré comme ça, et c'est pour ça qu'aussi ça fitterait avec sa féminité. C'est pas féminité, mais sa manière de s'habiller qui puisse
dans l'optique féminin, les couleurs violettes, surtout à l'époque, hein, on se met dans le temps de l'époque, qui était début des années 2000. Je sais qu'il y a des gens dans la conférence qui n'arrêtent pas de parler de cette question-là, de Odd, sa sexualité et tout. Attention les amis, vous êtes sur un terrain glissant là. Quand vous posez la question de sa sexualité, je pense pas que les créateurs voulaient vraiment parler de ça par Odd. Je pense qu'ils voulaient juste parler de ce que je viens de dire maintenant, de son traumatisme et sa manière de s'habiller, sa manière de parler, de faire rire les gens autour de soi, d'avoir Kiwi qui est proche de lui, le fait qu'il vit à l'étranger, il prend l'avion, le fait qu'il aimait pas trop quand ses parents sont venus le visiter dans un épisode. C'est comme s'il était en train de dire à ses parents, pourquoi vous étiez pas là? Si, mettons, c'était pas eux qui ont orchestré cela, et qui n'étaient pas au courant, ses parents, de ce qui se passait entre ses sœurs et Odd. C'est comme s'il leur en voulait, en fait. Mais c'est pas comment dire, en fait, ses parents sont super cool, il n'y avait pas de raison de se plaindre à ces niveaux-là. Il allait pas leur raconter qu'il a été pis par ses sœurs à sueur froide, à tout le groupe dans lequel il était l'Acadique. Mais peut-être que c'était le cas. Il était en voulu à ses parents de ne pas avoir ouvert l'œil plus grandement sur ces pratiques-là. Et peut-être que je vais très pousser loin, mais c'est pour ça qu'on est dans les ténèbres. Et je pense, regarde, je parle presque pour 10 minutes parce que je considère cette théorie fort intéressante. Puis c'est moi-même qui l'ai découverte. Des fois, je vais sur Reddit pour voir certaines théories que je peux trouver pour faire cette grande vidéo d'iceberg. Mais des fois, c'est moi-même, ça vient de mon esprit. En analysant les personnages, les trames et les idées, je pense vraiment que ça nécessite à être mentionné. Parce que pour moi, c'est peut-être ça que les créateurs voulaient faire. D'alarmer les téléspectateurs, éventuellement, que de la manière dont s'habille, c'est à cause d'un abus. Et fait intéressant à considérer avec les insectes. Les insectes et les amphibiens ont des couleurs vives. Les reptiles surtout aussi. Plus que ça a des couleurs vives qui flashent, qui attirent l'attention, ça veut dire qu'on est dangereux, qu'on est toxique, qu'il y a quelque chose de mauvais. Si tu me manges, je peux piquer, je peux faire mal. Donc ça, ce serait l'optique des couleurs vives. Donc peut-être que ça pourrait faire un parallèle avec l'enfance qu'il y a eu Odd, le fait de vouloir s'afficher comme ça, d'attirer l'attention, peut-être par mesure que, sans dire qu'il souffre, par ses vêtements, de dire ok, regardez, moi, venez me voir et je vous donne un système d'alarme que ça va pas, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me confier, mais j'ai pas envie d'en parler moi-même de ma propre bouche, ça me traumatise trop, donc je préfère qu'on vienne me voir moi personnellement. Mais vu que personne dans le groupe de Code Lyoko, d'après ce que j'ai vu de la série, lui ont demandé un peu plus sur sa vie, ben il dit rien. Il dit rien. Donc voilà pourquoi on en est aujourd'hui. C'est une théorie, évidemment, je peux me gourer complètement. Et c'est juste, voilà, parce que c'est une série pour enfants, certes, mais avec toutes les choses qu'on a vues dans la série, il y a beaucoup de choses très sombres qui ont été exploitées, donc il faut prendre ça en compte. Donc merci d'avoir été de la partie. Et on est dans les ténèbres, donc la vidéo se termine là, où il y aura une dernière théorie qui va arriver par la suite. On se dit à très bientôt.